Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 5e rendez-vous de la semaine de la méthanisation sur le sujet de la formation et de l'emploi en méthanisation. Donc, petit point technique pour ceux qui arrivent. On utilise l'outil de webinaire Livestorm. Donc, comme vous l'aurez remarqué, vous n'avez pas accès à votre micro ni à votre caméra. Donc, par contre, tout en haut à droite, vous pouvez cliquer sur la flèche et vous avez un espace de chat où vous pourrez échanger. Merci de bien vouloir poser vos questions dans l'espace dédié. Il y a écrit questions. Et nous avons également un espace de sondage que nous allons utiliser de suite pour savoir qui est connecté ce matin avec nous. Donc, je vous invite à aller sur cet espace-là pour répondre à la question « Qui vous êtes ?» Donc, voilà. On en saura un peu plus tard et du coup, je suis Mélisa, j'animerai cette matinée avec ma collègue Mylène. Merci Mélisa, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de la semaine de la méthanisation Nouvelle-Aquitaine. Donc effectivement, aujourd'hui, on va parler formation et emploi. On a parlé toute cette semaine des différents facteurs qui permettent le développement de la méthanisation. Et évidemment, l'emploi et la formation font partie de ces sujets qui sont nécessaires pour un développement dans les meilleures conditions de la méthanisation dans nos territoires. Alors, lors de votre inscription, on vous a posé la question « Que vous inspire ce sujet de la formation et de l'emploi dans la méthanisation ?» Donc, vous avez répondu par différents mots-clés qui vont apparaître à l'écran tout de suite. Alors, vous les découvrez avec moi. La première chose qui vient à l'esprit, c'est l'avenir, le développement, et que c'est quelque chose de nécessaire. On peut donc en conclure que vous partagez tous le fait que les formations et l'emploi sont une solution d'avenir pour le secteur de la méthanisation et que le développement de ces formations est primordial. On voit aussi que ces formations sont peut-être méconnues aujourd'hui, donc on va, j'espère aujourd'hui, remédier à cela en vous présentant les formations qui existent dans le secteur de la méthanisation. J'accueille tout de suite nos 4 invités pour cette table ronde. Karine Dumas-Larfeil, du CFPPA de Périgueux, responsable du CS RUMA, responsable d'unité de méthanisation agricole. Monsieur Bertrand Guérin, vice-président de l'AMF et agriculteur méthaniseur en Dordogne. Alice Lostis, directrice du CTBM de la T2E, Centre technique national du biogaz et de la méthanisation. Et enfin, monsieur Jean-Philippe Burtin, du cabinet de conseil et recrutement Boréa. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Et pour faire un premier tour de table, pour introduire cette table ronde, je vais vous poser la même question qu'à nos participants. Que vous inspire, en quelques mots, ce sujet qui est la formation et l'emploi dans le secteur de la méthanisation? On commence par Alice. Alice, il faut allumer votre micro. Exact. De mon côté, c'est un mot que j'ai retrouvé dans le nuage. J'aurais pensé avant tout à des opportunités, puisque c'est des opportunités pour les entreprises de se développer et pour des personnes d'accéder à des emplois qui n'existaient pas il y a quelques années. Bertrand, que vous inspire ce sujet? La formation, c'est quelque chose d'absolument nécessaire dans un métier qui est complètement nouveau pour les agriculteurs et pour les gens qui travaillent habituellement dans les fermes. Donc c'est acquisition de compétences, c'est très beau métier, très technique et passionnant. Voilà les principaux mots. Merci Bertrand. Karine? Oui, moi j'ai vu effectivement dans le nuage 2 mots avenir, développement, nécessaire, compétences techniques. C'est aussi méconnu, formation méconnue. Donc effectivement, la méthanisation, elle est en fort développement. Ça engendre des nouveaux métiers. Ces métiers sont effectivement passionnants, ils sont assez techniques, ils nécessitent beaucoup de compétences. Et pour ces nouveaux métiers, il faut se former. Donc il y a des nouvelles formations qui se développent également. Après, la problématique, effectivement, reste qu'il y a des problèmes de recrutement.
Il y a des candidats, il y a peu de candidats, il y a beaucoup de demandes auprès de la profession. Et l'enjeu, je pense, ça va être de faire connaître ces nouveaux métiers, ces nouvelles formations pour pouvoir répondre aux besoins en recrutement de la filière qui est en plein développement. Merci Karine, excellente introduction de notre table ronde d'aujourd'hui. Monsieur Burtin ? Eh ben pour ma part, je dirais tout simplement, si on doit mettre des mots sur l'emploi-formation, je dirais que c'est des emplois d'avenir, pour ma part, pérennes et à forte responsabilité aujourd'hui et demain. Voilà les mots qui me viennent tout de suite à l'esprit. Merci à tous les quatre pour cette introduction. Mélisa, est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur les personnes qui sont avec nous aujourd'hui ? Alors, on a déjà une vingtaine de participants ce matin. Donc, principalement des prestataires techniques, donc bureaux d'études, constructeurs, et aussi d'autres OPA, donc organisations professionnelles agricoles, qui sont avec nous principalement ce matin. Merci Mélisa. On va pouvoir démarrer notre table ronde. Le premier sujet, ça va être un peu de définir le marché, au final, de l'emploi en méthanisation. Alice, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Que représente le secteur de la méthanisation en termes d'emploi ? Le secteur de la méthanisation, c'est d'abord une variété d'emplois. Il y a énormément de métiers qui interagissent aussi bien sur l'exploitation que sur la conception et la construction des unités de méthanisation, à différents niveaux de diplôme. Et c'est aussi beaucoup d'entreprises, dont la plupart sont aujourd'hui, on va dire, pas très grandes, qui grossissent avec le développement de la filière, qui sont réparties sur le territoire national. Donc, elles sont basées dans des métropoles ou dans des villes moins grandes. Elles ont pour certaines des antennes régionales, mais pas toutes. Et c'est vraiment un marché qui est très dispersé sur le territoire national, ce qui fait qu'il n'y a pas forcément une connaissance précise ou un pôle, un bassin d'emploi précis pour les emplois associés. Et en termes de nombre de recrutements, on se situe à plusieurs centaines de recrutements par an, avec des perspectives de créer plusieurs milliers d'emplois dans les 10 ans qui viennent. Évidemment, le nombre d'emplois exact dépendra de l'évolution du secteur avec les différentes évolutions du soutien public qui ne sont pas toujours très favorables, on va dire, le nouveau tarif qui vient de sortir étant moins favorable que les années précédentes pour le biométhane. Merci Alice. Jean-Philippe, est-ce que vous pouvez nous dire quelles tendances vous observez, vous, au sein de votre cabinet de recrutement, qui, du coup, vous pouvez nous en dire quelques mots d'ailleurs sur ce cabinet qui est, du coup, spécialisé sur les énergies renouvelables, dont la méthanisation. Eh ben, c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, Borea a été fondé en 30 secondes. Ça a été fondé il y a 5 ans pour être un acteur du recrutement, de la recherche de talents dans les énergies renouvelables. Comme je dis toujours, Borea est un généraliste des énergies renouvelables et un spécialiste de la méthanisation, du biogaz, du biométhane. Tout simplement, premièrement, parce que je suis aussi agriculteur dans l'est de la France, près de Lunéville, pas loin de où réside Francis Claude Péer, le président de l'AMF. Et donc, cette forme d'être agriculteur et recruteur me permet de bien connaître les métiers. Et aujourd'hui, un chiffre, Borea, et ça montre la tendance que vient de dire Alice juste avant. En 4 ans, on est passé de 20% de nos recrutements à 40% cette année de recrutement dans la méthanisation, le biogaz. Et sur l'ensemble des métiers de la profession, ça va de la partie business développement, commercial, engineering, construction, exploitation, maintenance, des ingénieurs, des techniciens. C'est une filière où on a besoin de plein de compétences, de plein de potentiel. Et aujourd'hui, c'est quand même très riche pour dire l'ensemble des jeunes qui rentrent dans le marché de l'emploi, mais aussi de personnes qui souhaitent se reconvertir dans les énergies renouvelables. Et je pense qu'on va en parler durant cette matinée. Merci Jean-Philippe. Mélisa, justement, on va parler maintenant des métiers et des compétences. Et on va vous proposer, vous qui nous regardez, de participer. Oui, du coup, on vous propose d'aller répondre à un nouveau sondage. Donc, selon vous, quelles sont les 3 compétences les plus importantes pour gérer une unité de méthanisation ? Donc, je vous invite à aller y répondre. Et en attendant, Mylène va nous en dire un peu plus sur le sujet.
Alors, c'est pas moi qui vais en dire un peu plus. En attendant que vous puissiez répondre à cette question, on va demander, avant de parler proprement des compétences, on va demander à Alice, qui a donc conduit un groupe de travail sur le sujet, de nous parler des résultats de ce groupe de travail et donc de leur travail surtout sur la définition de ces métiers et de ces rôles qui existent dans la méthanisation. Donc effectivement, au sein du CTBM, dans le cadre du comité stratégique de filière, je copilote avec Engie un groupe de travail qui rassemble différents acteurs de la filière de la méthanisation, aussi bien des entreprises avec des besoins de recrutement que des organismes de formation et des experts qui interviennent dans les différentes formations. Nous réunissons depuis plus d'1 an maintenant et nous avons identifié plusieurs problématiques auxquelles est confrontée la filière. L'une de ces problématiques, c'est la visibilité de la filière, on en parlera plus tard dans la table ronde. Et l'autre aspect, c'est la définition en fait des rôles des uns et des autres sur une unité ou sur un chantier de méthanisation. Donc pour aider à cette clarté, nous avons réalisé des fiches métiers qui sont disponibles sur le site de la T2E, à la page Club CTBM Formation. Je crois que vous aurez le lien dans les documents liés à l'événement. Et ces fiches métiers, qui sont au nombre de 5, ont été réalisées à partir des offres d'emploi rassemblées par les membres du GT, donc essentiellement Biogaz Vallée et le Club Biogaz, qui participent chacun à des diffusions d'offres d'emploi de leurs adhérents, soit sur leur site internet, soit à l'occasion d'événements comme Expo Biogaz. Et nous avons donc identifié 5 métiers qui étaient les plus demandés durant les 2 années précédentes, et nous avons cherché à faire des fiches de poste pour montrer finalement quelles étaient les activités liées à ce poste, les interactions avec d'autres acteurs, soit en interne de l'entreprise employeur, soit en externe, et les compétences qui sont associées du coup à ces différentes activités. À quel point est-ce qu'elles sont nécessaires ou certaines sont plutôt du bonus, ce qui permet in fine de mieux voir quelles sont les attributions des uns et des autres, puisque les entreprises sont souvent assez petites, qu'elles interagissent parfois avec des clients qui sont eux-mêmes, qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience dans le secteur, notamment les porteurs de projets, quand ils débutent, le fait qu'il n'y ait en général qu'un seul chantier à gérer, ils ont rarement l'expérience de chantier précédent. Et donc, clarifier les rôles des uns et des autres permet aussi de limiter les malentendus qui peuvent avoir lieu dans des relations contractuelles. Et ça permet aussi ensuite de proposer, de développer plus facilement des formations adaptées à ces métiers-là, en ayant bien listé les compétences des uns et des autres. Merci Alice. Donc en effet, vous allez pouvoir retrouver dans le chat le lien qui vous permet d'accéder à la rubrique du site internet qui présente ces différentes fiches métiers. Alice, vous avez parlé de 5 métiers, juste, est-ce qu'on peut les citer ? Oui, les métiers sont associés aussi bien à l'exploitation qu'à la conception-réalisation. Et donc, la liste, tout simplement, il s'agit de métiers associés au chantier, donc le chef de chantier, le metteur en service qui intervient à la fin, le chef de projet qui est plutôt dans un bureau d'études. Et en exploitation, nous avons dissocié le responsable d'unité de méthanisation qui va avoir des relations notamment à l'externe, du technicien d'exploitation et maintenance qui, lui, va être membre d'une équipe sur une unité de méthanisation de taille un peu plus importante. Parfait, merci Alice. Mélisa, est-ce qu'on a des réponses à notre sondage ? Oui, on a des réponses. Alors, donc selon vous, les 3 compétences les plus importantes pour gérer une unité de méthanisation. Donc en premier lieu, on retrouve comprendre les mécanismes biologiques et du process. En deuxième lieu, maîtriser les règles de sécurité. Et en troisième lieu, donc 3 propositions qui arrivent ex aequo. Donc maîtriser la manutention, posséder des notions agronomiques et communiquer et ainsi que le relationnel. Donc, qui sont, selon vous, des compétences qui sont aussi importantes les unes que les autres. Voilà. Merci Mélisa. Je vais redonner la parole à Alice, puisque vous avez aussi défini les compétences associées à ces métiers. Alors je te propose de rebondir sur les résultats de ce sondage. Bon.
Plutôt oui, j'ai envie de dire, quelque part, la partie compréhension des mécanismes biologiques, je l'aurais pas forcément placée en premier parce que c'est pas celle qui est toujours nécessaire au quotidien dans le travail. Que la sécurité ressorte avant les autres, c'est rassurant parce que effectivement, c'est un énorme sujet, la sécurité, de façon générale dans l'industrie et en particulier sur les unités de méthanisation. On est une filière relativement jeune, les gens n'ont pas forcément beaucoup d'expérience et donc il y a beaucoup d'accidents qui sont liés à des erreurs humaines. Donc la formation a un gros rôle à jouer là-dessus et aussi les procédures qui peuvent être mises en place en interne des entreprises. Donc pour la partie conception, réalisation, le club biogaz auquel j'appartiens a développé le label Calimeta qui permet de mettre en place des procédures pour limiter les risques. Mais la culture de la sécurité, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à développer, à mettre en place. Et effectivement, pour les 3 autres aspects, la manutention, l'agronomie, la communication, ça va plus dépendre, on va dire, des différents postes. Comme je le disais, le responsable d'une unité de méthanisation va avoir beaucoup plus d'activités de communication à l'externe, que ce soit avec ses fournisseurs, éventuellement ses clients, enfin on va dire l'acheteur d'énergie, selon la façon dont il gère son digesta. Il peut y avoir aussi des personnes qui récupèrent le digesta. Il peut y avoir aussi des activités de communication avec les riverains, avec les élus. C'est moins le cas quand on est, on va dire, technicien ou qu'on est sur un chantier qui n'est pas où on n'a pas soi-même à interagir avec l'extérieur. L'agronomie, c'est important quand on exploite une unité de méthanisation agricole, effectivement, de savoir quels intrants entrent et qu'est-ce qu'on fait ensuite du digesta, comment est-ce qu'on les pend. Et la manutention, c'est quand même une part pas négligeable du travail quotidien de gestion des intrants et de gestion des digestats. Une compétence qui du coup n'a pas été citée, c'est l'aspect plus technique, maintenance, on va dire, des différents équipements, comprendre comment ils fonctionnent, pouvoir les suivre, vérifier que les capteurs ont les bonnes valeurs, qu'on n'est pas dans des situations d'alerte. Donc ça fait partie de la sécurité, mais c'est une version un peu plus précise, on va dire. C'est un aspect important, on parlait de technique. Là, les mots qui sont évoqués en termes de technique sont plutôt associés à la biologie, à l'agronomie. Il y a aussi un aspect qui est, on va dire, procédé, industrie, énergie. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles les recrutements sont pas toujours simples, c'est qu'on est à l'interface entre différents secteurs. Donc le secteur de l'énergie, le secteur de l'agronomie, le secteur des déchets, ce qui fait qu'on a des gens qui viennent avec des expériences dans ces différents secteurs-là et il faut les amener à monter en compétences pour comprendre les autres aspects, notamment par exemple la biologie des digesteurs, qui est quelque chose qui existe très peu dans le domaine énergétique. Merci Alice. Alors, on donnera la parole dans quelques instants à Jean-Philippe qui, je suis sûre, confirmera ce que tu viens de dire. Mais avant, je voudrais donner la parole à Bertrand Guérin. On a parlé du rôle de gérant d'une unité de méthanisation. C'est ce que vous faites sur l'unité Clotte Biogaz en Dordogne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce métier qui est le vôtre aujourd'hui et sur les compétences qui ont été citées? Est-ce que vous vous y retrouvez là-dedans? Et puis peut-être voilà, les gens qui gravitent autour de vous dans un deuxième temps. D'accord. Ce que je crois, c'est qu'il faut, dans les compétences qui ont été citées et les métiers, si je reprends les 2 dernières de ce que disait Alice, il y avait responsable d'unité et technicien d'unité. Si on se resitue un petit peu au départ d'une affaire, on est agriculteur, donc on a des compétences sur l'élevage, sur les cultures, sur l'entretien des équipements de notre ferme, etc. Le jour où arrive un projet, il y a un premier niveau de compétence pour ce qui nous concerne, c'est d'arriver à concevoir, imaginer, manager, développer un projet de sa conception jusqu'à sa réalisation. Ça, c'est un ensemble de compétences qui sont liées finalement à un chef d'entreprise. Et donc très souvent, on s'entoure bien sûr des conseils pour parvenir à ça. C'est en général très très long, mais ça relève du boulot de responsable d'unité. Alors ce travail en fait de conception, en fait, il s'arrête pas vraiment parce que le jour où une unité est en place, la plupart du temps, il y a toute une série de projets complémentaires qui arrivent et qui nécessitent à nouveau de remettre les choses sur le métier
Bon, dans mon cas, par exemple, pour citer des choses très concrètes, on est en train d'étudier la mise en place d'une unité de production de bio-GNV sur la ferme. Ben, je passe pas mal de jours, d'heures, etc. à étudier à la fois les aspects techniques, réglementaires, économiques, qui sont parmi les plus compliqués. Et donc, ça relève finalement du boulot du chef d'entreprise. Quand on n'a pas les compétences ou pas les savoirs, ben, on va les chercher auprès de gens qui savent. Donc ça, c'est un premier niveau. Sur le fonctionnement de l'unité au quotidien, une fois que c'est en place, là, il y a plusieurs domaines qui apparaissent. Il y a l'exploitation au quotidien. Alors, je pense que ça relève du boulot que vous indiquiez ou du métier que vous décriviez, qui est le métier de technicien. Là, il y a plusieurs cas de figure. Soit l'agriculteur l'exerce par lui-même, ça veut dire que ça s'insère dans son nouveau plan de travail. Et on a plusieurs cas de figure. On a des exploitants qui arrivent à le rajouter à leur temps de travail actuel, mais c'est en général très compliqué, parce que la particularité de ces unités, c'est qu'elles tournent 24/24, 7/7. Ça veut dire que on est tout le temps sur le pont, nuit et jour, et quels que soient les jours de l'année ou de la semaine. Donc, mais certaines, dans les petites unités, les plus petites, arrivent à insérer cette charge de travail et dans l'organisation générale de leur ferme. Et très souvent, l'exploitant se consacre plus à la méta et il recrutera, parce que c'est parfois plus facile pour lui, quelqu'un qui viendra faire le boulot à sa place, par exemple dans l'élevage, en embauchant un vacher, ou sur les cultures avec un conducteur de tracteur. Donc très souvent, l'agriculteur qui a porté le projet, ben, c'est lui qui s'y implique au quotidien après pour le gérer, pour le faire fonctionner. Et il va chercher finalement dans le recrutement des gens qui auront plus une compétence agricole, qui viendront le remplacer sur ces métiers plus agricoles. Donc ça c'est un premier travail, mais dans bien des configurations, mais on en parlera plus largement tout à l'heure, on a besoin de personnes qui viennent faire ce boulot au quotidien, parce que je le rappelle, ça tourne toute l'année, et c'est ça qui est un peu particulier dans ce métier-là. Après, il y a bien sûr, dans le boulot de responsable d'unité, ce que je décrivais en préambule, c'est qu'il y a toute une série de choses à réaliser qui relèvent de la gestion, qui relèvent de l'administratif, etc. Et ça, c'est des compétences qui sont très spécifiques. Avoir un suivi réglementaire permanent sur les évolutions, ne serait-ce que les questions de facturation mensuelle, les questions de bilan annuel qu'on va faire, par exemple, moi dans mon cas de cogénération, une fois par an, on fait un gros bilan que l'on transmet à la fois à EDF-OA pour le calcul des primes effluents maintenant, mais aussi aux autorités administratives pour justifier de ce que l'on a fait. Donc il y a tout un gros volet de gestion qui très souvent dans les fermes est assuré par celui qui faisait l'administratif avant. Chez nous, c'est mon cas, c'est moi qui fais ce boulot. Dans d'autres situations, c'est une personne qui arrive et qui a plus ses compétences administratives et qui souvent les associe aux autres rôles qu'on pourrait qualifier d'administratif ou de bureau liés à la production agricole. Donc en fait, c'est tout un ensemble de métiers qui relèvent à la fois du chef d'entreprise pour le portage et projet, de la gestion administrative, c'est plus des fonctions de gestion, de secrétariat, et puis les fonctions d'exploitation qui relèvent de quelqu'un qui va être sur le site chaque jour pour exploiter, faire fonctionner l'unité. Merci Bertrand. Un panel donc de compétences très variées. Est-ce que tu peux nous dire précisément, pour les gens qui nous regardent, que ce soit plus concret, sur ton unité, combien il y a de personnes qui travaillent soit au quotidien ou de manière plus ponctuelle? Alors, il y a une notion de responsabilité, c'est qui est responsable de quoi, et ensuite il y a l'exécution du boulot. Sur toute la partie gestion administrative, ça relève de mon domaine, c'est moi qui l'assume, et je l'assume complètement. Donc le quantifier en termes de temps, c'est un petit peu compliqué parce que, je vous dis, il y a à la fois le volet gestion et puis portage de projet. Comme on a toujours des projets qui arrivent en plus, c'est toujours un peu difficile à quantifier, puis c'est pas forcément très linéaire. Mais je pourrais dire que la gestion, c'est une journée, l'équivalent d'une journée par semaine, 1 à 2 journées par semaine. Ensuite, en exploitation chez nous, c'est mon frère Patrice qui gère ça au quotidien. Et quand tout va bien, ça va bien. Mais quand tout va mal, c'est un petit peu le cas chez nous en ce moment, on a un problème biologique, ben c'est compliqué, il faut y être
quasiment au chevet de l'animal quasiment tout le temps, quoi. Y compris la nuit, quand il y a besoin de redémarrer le moteur ou d'opérer un réglage, etc. Donc il le fait en termes de responsabilité, tout relève de lui, et puis d'exécution du travail. Et ensuite, pour donner de la souplesse, on a une répartition, on est une équipe chez nous, avec des gens qui travaillent à la fois sur l'élevage et sur les ateliers, et on fait en sorte que tout le monde ait la compétence pour pouvoir faire les opérations quotidiennes. C'est-à-dire que le week-end, par exemple, sur l'élevage, on a des tours d'astreinte. Donc, on traite un week-end sur 4 avec un binôme. Et le binôme, lui, est en capacité d'assurer le boulot à la méta, c'est-à-dire les tâches quotidiennes d'alimentation, de suivi, de surveillance et les enregistrements, bien sûr. Donc, on est en réalité 3 à 4 personnes à être capables au quotidien de faire fonctionner l'outil. On dira 4. Après, il y a des tâches particulières qui s'exercent que ponctuellement. Quand on constitue par exemple les silos de matière à fermenter, il y a une période de mois dans l'année où il faut être autour de cette affaire-là, et donc ça va prendre, mettons, 2 heures ou 3 heures par jour. Après, il y a le retour au sol du digestat, ça c'est 3 à 4 fois dans l'année. Et donc là, il y a également besoin d'avoir quelqu'un, en plus des prestataires que l'on utilise, pour assurer ces fonctions-là. Donc, à mon sens, la clé pour que ça fonctionne bien, c'est qu'il y ait à la fois des responsables, mais surtout une polyvalence, enfin une capacité à passer l'outil et le bébé à plusieurs personnes en toute sécurité, comment dire, avec toutes les compétences requises, de manière à ce que ça fonctionne 24 sur 24. Parce que rappelons-le, la clé de la rentabilité d'un outil comme celui-là, c'est d'avoir un fonctionnement à l'optimum. On vise tous 95% de taux de fonctionnement au régime nominal, de manière à avoir des équilibres économiques qui soient bons. Et pour atteindre ces 95%, sur 8760 heures dans une année, il faut viser 8500 heures de fonctionnement. Et donc on n'y arrive pas sans être en permanence à côté de l'unité. Merci Bertrand. Du coup, Jean-Philippe, est-ce que vous pouvez compléter cette première partie? Donc on a vu les différents rôles, les différentes compétences. Est-ce que vous pouvez nous dire si tout ce qui a été abordé jusque-là, c'est ce que vous retrouvez dans votre quotidien de recrutement? Et est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a des compétences qui sont plus recherchées que d'autres, et surtout si certaines sont difficiles à trouver? Eh ben, ce que je peux dire, c'est ce que dit Alice et Bertrand, c'est la réalité. Avec un mot que je pense qui convient à tout le monde, c'est la polyvalence. Aujourd'hui, la polyvalence dans le milieu de la méthanisation, elle est vraiment présente. Parce que aujourd'hui, dans l'ensemble des métiers, on a parlé des fiches métiers qui ont été réalisées et qui sont vraiment d'une grande aide pour les entrepreneurs, pour les sociétés, pour les agriculteurs qui montent des sites et qui se disent quel est le type de profil que je recherche. Donc, c'est des fiches très importantes pour nous tous de la filière. Aujourd'hui, des métiers comme commercial, on cherche des commerciaux en biométhane, parce qu'aujourd'hui, malgré ce qui est sorti dernièrement, avec les nouveaux tarifs, le biométhane a quand même, une forte attractivité. Donc, on cherche des commerciaux. Donc, c'est des gens, par exemple, je prends des exemples concrets, qui sont vendeurs dans les concessions agricoles, dans du matériel d'élevage, et qui peuvent faire vraiment, des parallèles et aller dans des secteurs, ce qu'on appelle les énergies renouvelables, des secteurs qui n'existaient pas il y a 15 ans en France. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des évolutions. Donc, ça, c'est des postes, des commerciaux. Après, il y a toute la partie chef de projet qu'on a parlé, parce que une fois qu'on a vendu le projet, faut quand même le construire. Donc, il faut des gens qui puissent faire des études, des dimensionnements, des projets. Donc, qui vont être des métiers, et on parlera peut-être après, je crois qu'à un moment donné, on va parler des points plus difficiles, c'est-à-dire souvent, c'est la localisation. Donc, ça, c'est aussi un sujet. Puis après, toute la partie, je pense que on est aujourd'hui des métiers où il y a beaucoup de construction. Les chiffres le montrent. On a atteint la barre des 1000 méthaniseurs construits sur le territoire français. Donc, ce qui est quand même une belle réussite. On a un petit peu de retard par rapport à nos voisins germaniques, mais aujourd'hui, ça se fait dans une vraie cohérence et par rapport à une politique qui est une méthanisation saine sur le territoire. Et donc aujourd'hui, on cherche beaucoup de chefs de chantier, de conducteurs de travaux pour réaliser ces constructions. Donc, c'est des métiers, aujourd'hui, on peut le dire, tendus. Et puis, alors, le nerf de la guerre, et je pense que là,
Bertrand l'a dit, on le dira tous, on parle de techniciens, alors, que ce soit en exploitation de sites, parce que l'exploitation des sites, c'est sur des zones souvent rurales. Hein. On n'a jamais vu, personnellement, je n'ai jamais vu une méthanisation en plein centre d'une ville. Donc c'est souvent dans des zones bien particulières. Donc ce qui veut dire que voilà, il faut trouver quelqu'un qui veut s'installer, si c'est pas une personne qui est localement présente. Et puis après toute la partie maintenance des sites, parce que aujourd'hui il va y avoir toute cette maintenance des premiers sites qui ont été installés, une maintenance récurrente. Et donc aujourd'hui, on n'est qu'au début, parce que 1000 sites, c'est très bien, mais il va y en avoir 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, et Alice pourra nous dire des bons chiffres, et on ira vers ces chiffres-là. Donc des métiers qui seront vraiment dans une longévité, sur, pérenne, localement, positionnés. Donc aujourd'hui, moi, si je peux dire des compétences, et je pense qu'une compétence, j'ai parlé de la polyvalence. Après, bien sûr, on va parler des formations, et on va en parler beaucoup plus après. Formation technique, c'est hyper important. Et je pense que ça soit des gens qui soient investis, qui ont envie d'aller dans ce secteur-là. Il faut leur donner envie et leur dire qu'il y a plein de belles perspectives. Et ça, je pense que le chef d'entreprise, comme le recruteur que Borea est, c'est aussi de montrer ça, de montrer ces perspectives d'évolution sur un site. Et je pense que je prends l'exemple de Bertrand, parce que un site, ça évolue. Souvent, on ne pense pas, mais si, ça évolue. On passe. Moi, je prends l'exemple d'un client. Il avait un site en cogénération. 2 ans après, il a passé en biométhane, en injection. Puis maintenant, il fait une station. Donc, les sites évoluent. Donc, des nouvelles compétences vont intégrer ce site-là. Donc, à différentes strates. Et donc, tout ça, c'est l'évolution du monde du secteur de la méthanisation. Jean-Philippe, alors justement, on va passer aux formations. Merci pour la transition, Jean-Philippe. On va pouvoir parler de ces formations, puisque comme on l'a évoqué, il y a de nombreuses compétences qui sont recherchées. Certaines sont difficiles à trouver. Alice, est-ce que tu peux nous dire l'offre de formation qui existe aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce qui existait déjà depuis 5-10 ans, c'était beaucoup de formations relativement courtes, qui visaient notamment les porteurs de projets pour déjà sensibiliser les personnes qui s'interrogeaient sur l'opportunité ou non de faire un projet de méthanisation. Donc Méthanaction, par exemple, assure un certain nombre de types de formations. C'est souvent fait par les chambres d'agriculture. Et puis, se sont développées aussi progressivement des formations un peu plus pointues, mais toujours destinées à l'exploitation, des formations sur 1 jour ou sur 2 jours pour être compatibles avec ce que disait Bertrand, la présence continue des agriculteurs méthaniseurs sur leur site d'exploitation. Donc, c'est difficile pour eux de se libérer plusieurs mois. Ce qui fait que l'émergence de formations plus longues a été un peu plus difficile à mettre en place. Il y a aussi le fait que c'est pas le même investissement pour les organismes de formation. Donc des formations longues, il commence à en exister. Karine nous parlera du certificat de spécialisation RUMA qui a ouvert en 2019 et qui est la première formation reconnue dans l'enseignement agricole pour les exploitants d'unités de méthanisation agricole. En formation initiale, on a aussi une formation qui a ouvert cette année à Lyon, à l'Institut des ressources industrielles, qui forme des techniciens de maintenance biogaz. Donc, c'est une formation qui est en alternance et destinée donc plutôt pour la partie, mise en service, construction et maintenance des équipements d'une unité. Donc, c'est pas forcément pour travailler sur une unité, mais plutôt pour travailler pour les entreprises et être mobile pour aller sur les différentes unités gérées par cette entreprise, au sens équipé, notamment les épurateurs. Et les autres formations qui existent, en fait, les recruteurs vont aller chercher des gens qui ont été formés pour un des secteurs importants de la méthanisation, donc des gens qui ont l'expérience en machinisme agricole, en traitement de déchets, en production d'énergie. Et les employés vont devoir ensuite apprendre à acquérir les connaissances spécifiques à la méthanisation, en partie ces dernières années sur le tas par de l'échange avec leurs différents collègues, avec leurs interlocuteurs, et en partie via la formation continue qui commence à se développer sur la base des formations courtes qui avaient été faites initialement et qui s'étoffent progressivement grâce à l'investissement des différents organismes de formation de la filière et l'expérience acquise aussi par les différents acteurs au fur et à mesure.
Merci Alice. Alors, on a un petit schéma récapitulatif de ces formations. Je vais demander à ce qu'on puisse l'afficher à l'écran. Et pendant ce temps-là, Alice, justement, je pense que tu voulais insister sur l'importance des formations continues. Oui, puisque on a cette image de la formation initiale. Donc, ce qui est présenté là, les formations initiales, elles sont plutôt soit à gauche, soit en haut du plateau. Ce qu'on a en bas à droite, ça va être justement des formations plus courtes, voire même pas des formations, puisque le petit nuage, c'est de la diffusion d'informations qui ne correspond pas au cadre d'une formation avec certificat, évaluation, etc. Et la formation continue, c'est ce qui va permettre à la filière de se professionnaliser, puisque certes, on recrute, on peut doubler ou tripler les effectifs dans les années qui viennent, donc il y a des gens qui vont venir, et plus ils ont d'un bagage de compétences étoffé, plus ils s'intégreront vite et plus la filière pourra progresser vite. Mais les personnes qui sont dans la filière depuis des années, elles ont des compétences, elles ont appris beaucoup de choses, et il faut qu'elles continuent à pouvoir apprendre, et elles apprendront plus vite en suivant des formations quelle que soit leur durée, en ayant un cadre pour ces apprentissages, qu'en continuant à apprendre sur le tas, puisque, comme le disaient des chefs d'entreprise qui avaient embauché des gens avec notamment le diplôme universitaire méthanisation, qui a été une base avant la mise en place du CS, quand on prend quelqu'un qui fait le DU, même s'il passe la moitié de son année là-bas, à la fin, il a gagné 2 ans d'expérience par rapport à s'il avait fait, s'il était juste resté chez nous. Donc la formation, ça permet quand même de gagner du temps. Mais la problématique, c'est évidemment de réussir à libérer un employé pour qu'il puisse y aller, c'est de mettre les fonds dans la formation. Alors on a de la chance avec le plan de relance, il y a du soutien pour les formations qui ont été mises en place, notamment pour l'utilisation des comptes personnels de formation dans les sujets liés à la transition écologique, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de reste à charge pour un employé, un salarié qui souhaite réaliser une formation dans des sujets liés à la transition écologique. Donc, tout est pris en charge par l'État en complément de son compte personnel de formation. Il n'y a pas que la question du budget de la formation, il y a aussi l'idée que pour une entreprise, former ses salariés, c'est gagner en productivité, c'est investir dans le capital humain, c'est permettre aux employés de se sentir mieux dans leur travail et donc d'être plus efficace et d'avoir plus envie de rester aussi plus longtemps dans ces fonctions-là, dans cette entreprise. Merci Alice. Je pense que le message est passé à tous les employeurs du secteur. Permettez à vos salariés, employés de se former en continu. Merci Alice. Justement, Bertrand, dans le cadre de l'AMF et du groupe de travail formation, vous avez travaillé sur ce sujet-là, sur le sujet des formations. Quel est le constat qui est partagé par les agriculteurs méthaniseurs de France et surtout, quelle a été la finalité de ce travail? Alors chez nous, il y a deux choses, on dira. On a toute une série mais peut-être on en reparle un petit peu plus loin. Il y a habituellement toute une série de formations courtes qui vont durer 1 journée, 2 journées, 3 journées, sur des thèmes très spécifiques. Et là, par exemple, ce matin, on a une formation en cours chez Déméter, donc dans les Deux-Sèvres, sur les questions d'ICPE et d'agrément sanitaire. Donc il y a un groupe d'adhérents qui se retrouvent intéressés par ces sujets. Donc ça peut être des gens en exploitation, mais c'est aussi très souvent des porteurs de projets qui viennent acquérir de la compétence sur les formations courtes qu'évoquait Alice tout à l'heure. Le deuxième grand volet, c'est qu'on a fait le constat du besoin en main-d'œuvre qualifiée chez les méthaniseurs et de la difficulté qu'il y avait à trouver des personnes avec les compétences. Donc au tout début, les gens se sont un peu débrouillés par eux-mêmes, soit ils faisaient par eux-mêmes, c'est ce que j'ai expliqué au début, l'exploitant, le porteur du projet se consacrait à ça et recrutait plutôt des gens sur les métiers agricoles, un bâcher, etc., un conducteur de tracteur. Et puis, dans une deuxième phase, on s'est aperçu qu'il y avait des recrutements, enfin des besoins de recrutement de personnes spécialisées. Et là, c'est devenu très compliqué parce que souvent les solutions qui étaient employées, c'était de rechercher en proximité quelqu'un, souvent la plupart du temps dans le domaine agricole. Je pense par exemple à mes collègues de Bergerac qui, eux, ont pris un agriculteur membre du groupe qui avait une activité qui se réduisait sur sa ferme et qui est donc devenu salarié du méthaniseur et responsable d'exploitation du méthaniseur. Aujourd'hui, il part à la retraite et ils ont des difficultés pour trouver quelqu'un pour venir le remplacer. Donc, un besoin est apparu finalement de gens qui soient des permanents
l'unité de méthanisation et avec toutes les compétences qu'il y a pour piloter au quotidien, tant sur le plan technique que de la maintenance, que de la partie administrative, de gérer ça. Avec le nombre d'unités en construction, on a très rapidement évalué que le besoin en personnes qualifiées à l'échelle du territoire national était de plus en plus significatif. Si on part sur la base ne serait-ce que d'une personne employée par méthaniseur, Jean-Philippe a dit tout à l'heure qu'on était 1000 méthaniseurs aujourd'hui. Très vite, sous 3-4 ans, on sera 2000. Donc, c'est 2000 emplois directs. Si on met deux emplois, c'est 4000 personnes compétentes, formées, dont on a besoin pour satisfaire l'exploitation de ces méthaniseurs. Donc, ça veut dire que soit on continue à bricoler, à prendre des gens que l'on forme sur le tas, et puis qui arrivent et qu'on doit en réalité former chez nous, avec les limites d'une formation dans une entreprise, puisque ça concerne qu'un des aspects, il y a d'autres aspects qui manquent, soit on décidait de faire quelque chose d'un peu plus construit et d'offrir une offre de formation qualifiante. Donc il y a eu en 2018 toute une série de réunions dans la filière qui a débouché notamment sur un constat de besoin de professionnalisation de la filière à tous les étages, et ça a donné plusieurs choses. Côté constructeur, le Club Biogaz a mis au point avec les partenaires de la filière le label Calimeta, qui certifie les constructeurs sur tout un cahier des charges, parce qu'on s'était aperçu que il y avait des constructeurs qui faisaient pas le boulot comme il faut et que des grosses difficultés apparaissaient chez des exploitants parce que l'installation n'avait pas été bien construite. Donc, ce label Calimeta aujourd'hui fonctionne et tous les porteurs de projets, on leur conseille de vérifier cet aspect-là, et de toute façon, les financeurs le vérifient et n'attribuent les aides ou les financements pour les banques que si les constructeurs sont certifiés. Donc ça a été un premier maillon. Côté des porteurs de projets, nous, dans AMF, on a développé une charte professionnelle qui est en quelque sorte une charte des bonnes pratiques qui concerne les différents aspects de l'activité et qui est en cours de déploiement. Et le troisième volet, c'est l'acquisition de compétences pour nos salariés. Et donc, on s'est interrogé pour savoir si les formations qui existaient suffisaient. Donc, très vite, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de formation qualifiante. En dehors du diplôme universitaire qu'il y avait sur CFPPA sur le site de Bar-le-Duc avec Étienne Albin, mais qui en fait ne formait pas uniquement des exploitants de méthaniseurs, mais aussi des gens qui allaient travailler à terme dans des bureaux d'études, etc. Donc c'est une formation assez longue, assez complète, de très bon niveau, mais il y en a qu'une aujourd'hui qui est dans l'Est, donc ça suffisait pas. Donc on a eu toute une série de réunions avec le ministère de l'Agriculture, en particulier la Direction générale de l'enseignement et de la recherche, pour réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place. Et donc s'est posé la question de savoir quel type de formation sur certificat de spécialisation ou sur d'autres types de diplômes. Et donc, après pas mal d'échanges et de discussions, on s'est arrêté sur ce modèle de formation et dont on va reparler au fur et à mesure. Donc voilà un petit peu le constat, mais très clairement, ce dont on a besoin dans la filière, c'est d'avoir à notre disposition des gens que l'on a formés et que l'on puisse recruter. Et donc, parce que le besoin s'accroît de manière très très significative. Merci Bertrand. Donc justement, on va pouvoir parler de ce certificat de spécialisation que tu viens d'introduire, le certificat de spécialisation responsable d'unité de méthanisation agricole, le CS-RUMA, dont Karine Dumas-Larfeil présente aujourd'hui, est responsable à Périgueux, au CFPPA. Karine va pouvoir nous en parler dans un instant, mais tout d'abord, je voudrais vous présenter une vidéo qui regroupe les témoignages et les retours des 3 diplômés de la promotion 2020, la première promotion du CS-RUMA de Périgueux. Regardez leurs témoignages. J'ai connu la méthanisation en travaillant en tant qu'électricien
dans la ferme de Jules Charmois. Il avait un projet de construire un méthaniseur. J'ai participé à toute la construction et ça m'a attiré de voir le fonctionnement et l'impact que ça a sur l'écologie. J'ai tout de suite dit oui pour faire la formation. J'ai voulu suivre la formation car il y a un projet de méthanisation qui est en train de se monter auprès de l'exploitation de mon père. Donc je voulais me former là-dessus pour pouvoir prendre des responsabilités dans cette unité-là. L'intérêt de la formation, c'est que pour les gens comme moi qui connaissent un peu la théorie, j'ai pu aborder la pratique puisqu'on c'est par alternance. Et je pense que pour les gens qui travaillent déjà dans la méta, ça leur fait l'apport théorique. J'ai réalisé mon stage au GAEC de la Rotondy à Saint-Astier. J'ai eu le contact par le biais de la formation. Une fois qu'on a le contact, c'est assez facile, les agriculteurs sont très réceptifs. Je trouve qu'ils prennent facilement des jeunes en formation et qui veulent transmettre justement aussi leur savoir sur la méthanisation. Je me sens tout à fait capable de diriger une unité de méta tout seul et d'assurer son bon fonctionnement. Tout ce qui est gestion des approvisionnements, alimentation, entretien, maintenance, pas forcément de la maintenance très poussée, mais les basiques, celles qui vont servir principalement. Tout ce qui est gestion technique, par contre, aborder tout ce qui est administratif, ça j'ai pas trop vu chez mon maître de stage, donc là-dessus j'aurais encore besoin d'aide. Tout ce qui est l'agronomie, pour mieux comprendre le fonctionnement du digestat. Tout ce qui est gestion économique, tout ce qui est un peu plus papier, tout ce qui est déclaration, etc. J'ai comme projet d'être embauché à mon lieu de stage, de continuer dans la méta et évoluer dans le fonctionnement du méthaniseur. Donc, vous venez de voir les témoignages des diplômés du CS RUMA 2020. Karine, avant de faire le bilan de cette première année, est-ce qu'on peut revenir peut-être sur le contenu de cette formation, préciser un petit peu en quoi elle consiste ? Oui, tout à fait. Alors, c'est une formation, là, c'est formation professionnelle pour adultes, formation continue, avec un financement de la région Nouvelle-Aquitaine. On avait un financement pour 8 parcours de formation pour des demandeurs d'emploi. Alors, elle a débuté en janvier 2020 et s'est terminée en septembre. Il y a eu un petit décalage à l'entrée parce qu'effectivement, on n'avait pas eu beaucoup de personnes, pas beaucoup de candidats en fait. Donc vous les avez vus, hein, donc on a démarré avec 3 stagiaires avec des profils assez différents. Peut-être qu'on y reviendra dessus, mais voilà, la formation elle est organisée en 3 blocs de compétences. Un bloc qui est plus sur la gestion des flux, donc tout ce qui est gestion, donc tout ce qui est alimentation du digesteur, gestion des intrants et tout ce qui est aussi gestion du digestat. Ça, c'est un premier bloc de compétences qui fait appel notamment des connaissances en biologie et en agronomie. Ensuite, il y a un deuxième bloc de compétences qui, lui, est plus sur la maintenance et le suivi de l'unité de méthanisation, avec, voilà, là, en pleine action sur une opération de maintenance faite sur notre unité de méthanisation à Périgueux. Donc là, on est plus sur le technique, mais aussi on va aussi aborder tout ce qui est sécurité, ce qui est aussi très important, et tout ce qui est le suivi, notamment biologique, de l'unité de méthanisation. Ensuite, il y a le troisième bloc de compétences qui est plus sur tout ce qui est pilotage de l'unité de méthanisation, avec tout ce qui est la gestion prévisionnelle des intrants, la sécurisation qui est aussi un point important.
Et également le côté suivi administratif relevé pour pouvoir, comme l'a dit Bertrand, il y a un bilan à faire à la fin de chaque année, et pour ça il faut s'assurer que les relevés sont bien faits et qui voilà. Donc ça c'est les 3 blocs de compétences. Alors chaque bloc de compétences alterne des périodes en centre et en entreprise, c'est-à-dire 4 semaines en centre et 6 semaines en entreprise. Donc, ce qui est important parce que ça permet de favoriser tout ce qui est retour d'expérience. Ensuite, les blocs de compétences, ils peuvent aussi s'acquérir de façon indépendante. Donc, les stagiaires vont passer les 3, ils ont leur formation complète. Mais si quelqu'un veut venir prendre des compétences spécifiques, par exemple sur le pilotage ou sur le suivi de l'unité, en fait, ils peuvent s'inscrire sur uniquement un bloc de compétences. Donc, ça, c'est vrai que c'est assez important aussi. Ça apporte un petit peu de souplesse. Donc, ça, c'est par rapport à l'organisation. Après, bon, là, cette année, il y a eu effectivement une période de confinement, donc on a aussi travaillé en distanciel, donc on a adapté nos méthodes, on va dire, pédagogiques, mais il y a beaucoup d'expérience qui se fait aussi sur le lieu de stage. Donc c'est important aussi d'avoir un bon lieu de stage, il n'y a pas eu de soucis. Donc ça, voilà, ce sont les grandes lignes. Après, nous, on travaille aussi, ce qui est important aussi, c'est qu'on a une unité de méthanisation sur place, qui sert de travaux pratiques plus que ça, puisqu'on intervient vraiment sur l'unité de méthanisation en fonction des besoins. Ils sont vraiment mis en situation professionnelle. On va faire aussi des analyses de suivi biologique. Voilà, donc il y a ce soutien-là qui est très important également, le soutien de la profession également pour les lieux de stage, les lieux de visite. C'est vraiment une formation qui est en lien avec le terrain. Ça, c'est assez fondamental. Au-delà de ces 3 blocs de compétences, il y a la communication qui est aussi un fil conducteur, parce qu'effectivement, on communique tout le temps quand on monte un projet, quand on est aussi sur une unité de méthanisation, parce qu'on a quand même, il y a un rôle de expliquer ce que l'on fait. Il y a l'image de la filière aussi qui passe par le fait de bien expliquer ce qu'on fait, et ça, c'est aussi une compétence importante à acquérir. Donc voilà pour les principes, enfin voilà, l'organisation, on va dire, générale de la formation. Et donc du coup, quel est le bilan de 2020 et surtout, du coup, quelle perspective pour 2021, puisqu'il y a une nouvelle session qui est en cours, qui a démarré, je crois. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur le chat le lien vers la fiche de cette formation si elle vous intéresse. Donc Karine, quelle perspective pour 2021, pour cette nouvelle session ? Alors, déjà par rapport à cette première session, effectivement, on avait peu de candidats. Malgré tout, c'était des candidats très moteurs, très motivés. Ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont aussi des origines différentes et des parcours différents, ce qui fait qu'il y avait des échanges très intéressants entre eux et une entraide aussi. Donc ça, c'était vraiment, ils ont apprécié, moi aussi je l'ai également apprécié. Les maîtres de stage étaient aussi satisfaits de la formation et des stagiaires. Donc voilà, ça c'est une satisfaction générale d'avoir pu mettre en place cette formation. Après, une petite frustration parce qu'effectivement, on n'a pas pu faire tout ce qu'on a pu à cause du confinement. Mais bon, justement, dans la session numéro 2, qui a commencé en octobre, on va pouvoir pallier, on a déjà commencé à pallier à ça, donc avec pas mal de visites. Donc la deuxième session, on a 6 candidats. Il y en a 6 personnes qui sont rentrées en stage. Donc c'est bien, on a doublé déjà le nombre de personnes en formation. Ce qui est important aussi, c'est qu'on a ouvert à l'apprentissage. Donc on a 2 personnes en apprentissage et 4 personnes en formation professionnelle continue. Donc on mixe les publics. Je pense que l'intérêt aussi de la formation, c'est d'intégrer un maximum de profils différents et de cursus et d'origine, pouvoir mixer les publics avec des statuts de formation différents.
Et ça fonctionne bien. De la même façon, ils ont des profils différents. Alors, c'est soit issu de l'agriculture ou alors plutôt un profil maintenance agricole. La différence aussi, mais les premiers stagiaires, ils étaient de la première session, ils m'ont été aussi. Il y en a un qui était vraiment local, en Dordogne, un autre qui venait du Sud-Est, un autre du Calvados, pardon. Et donc ils ont, voilà, donc il y en a un qui m'a été envoyé par le CFPPA de Bar-le-Duc et l'autre le CFPPA CFPPA de Laval. Donc, c'est pour aussi souligner l'importance du réseau et c'est pour ça qu'on a pu démarrer aussi avec l'appui et le soutien de la profession et de la région. Et là, par contre, c'est des personnes qui sont un peu plus centrées sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc, on va dire les candidats commencent à se rapprocher de leur lieu de formation, donc c'est bon signe. Donc, il y a une petite évolution, ça commence à se faire connaître, parce qu'effectivement, les personnes viennent en formation, c'est parce qu'elles connaissent déjà le monde de la méthanisation agricole, soit elles ont fait un stage sur une exploitation avec unité de méta, soit c'est les professionnels qui les envoient en formation, comme c'est le cas des 2 apprentis par exemple. Voilà essentiellement pour ce premier bilan. Après, le bilan, c'est surtout la problématique du recrutement, ça c'est certain. Et puis faire connaître ces nouveaux métiers, ces nouvelles formations, comme je le disais en introduction, et puis mobiliser les différents acteurs de la filière pour voilà. Bon, on y reviendra dessus, je pense. Et mixer au maximum les publics. Ouais, effectivement, on va revenir sur ce sujet de la diffusion, de la communication de ces métiers et de ces formations. Bertrand, ce CS RUMA, il est proposé dans plusieurs établissements en France. Est-ce que ce bilan du CFPPA de Périgueux est partagé par les autres centres ? Alors, quand on l'a mis en place, ce qu'on a souhaité, c'est essayer de mailler le territoire national. Il y a 2 grosses régions très dynamiques en matière de méta, c'est le Grand Est et puis le Grand Ouest qui comprend la Bretagne, Pays de Loire, Normandie. Et donc, notre idée, c'était d'avoir une possibilité de formation à peu près répartie de manière homogène sur le territoire. Donc les toutes premières sessions ont eu lieu donc 2019. Karine a rappelé les difficultés qu'il y a eu en cours d'année avec la situation sanitaire. Mais donc Bar-le-Duc, qui a déjà plusieurs années de formation avec l'autre diplôme universitaire, avait entre guillemets un vivier de candidats intéressés et donc a réalisé une session avec une dizaine ou une douzaine de participants. L'IREO des Herbiers, qui est très moteur dans son territoire, a également conduit une formation en 2019, et puis avec 7-8 participants, et Périgueux avec 3, on l'a vu. Depuis, pour les sessions 2020, se sont rajoutés à Montbrison, donc dans la Loire, le campus Agronova, qui s'est entendu avec 2 autres lycées agricoles ou centres de formation agricole de Haute-Savoie et puis de la région de Lyon pour avoir une offre sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis côté ouest, en Mayenne, il y a le CFPPA de Laval, donc qui a démarré. Et puis le CFPPA du Gros Chêne à Pontivy, c'est dans le département du Morbihan, si je ne me trompe pas, pour la partie Bretagne. Donc aujourd'hui, on a 6 centres qui offrent ces formations. Et puis on a quelques demandes qui émergent de droite et de gauche sur le territoire, notamment en Hauts-de-France, je crois, ou en Normandie. Toujours est-il que donc chacun de ces centres le font avec des gens extrêmement compétents, motivés, et toujours en réseau avec les professionnels et les acteurs de terrain, les agriculteurs méthaniseurs locaux, les responsables professionnels, de manière à ce que ça soit une formation qui soit vraiment en lien direct avec le terrain, parce que c'est à la fois le gage du professionnalisme de la formation, et puis c'est le gage que ces formations répondent parfaitement aux attentes des acteurs de terrain. Voilà. Donc 6 centres aujourd'hui.
On reparlera plus en avant de la question du recrutement, etc. Mais ça permet d'avoir une offre bien répartie sur le territoire. Et j'espère que pour 2022, Karine, pour notre région Nouvelle-Aquitaine, l'an dernier 3, cette année 6, on sera 12 l'année prochaine. Et je crois qu'il faudra que chacun, dans tous les maillons de la filière, fasse un effort pour assurer que ces groupes et ces formations soient beaucoup plus nombreuses, parce que c'est aussi un gage de qualité, d'échange. Quand on est 3 ou quand on est 10, c'est pas du tout pareil. Merci Bertrand. Alice, là on a parlé d'une formation très précise sur vraiment cet aspect gestion de l'unité de méthanisation, mais il y a d'autres métiers. Sur les autres compétences, les autres métiers, peut-être plutôt du côté industriel, est-ce qu'il y a des perspectives de déploiement de nouvelles formations et est-ce que cela est nécessaire ? Eh bien, comme je l'ai évoqué, il y a une formation qui a été ouverte cette année pour former des techniciens de maintenance à Lyon. C'est une formation qui a été montée à l'initiative de l'Association française du gaz et son antenne Auvergne-Rhône-Alpes, puisque des entreprises adhérentes manifestaient leurs problématiques de recrutement de personnes compétentes. Et qui a été ouverte cette année. Elle fonctionne avec 2 sessions. Donc, ils ont commencé la première en septembre avec 8 candidats. Ils sont en train de finir le recrutement pour démarrer la deuxième promotion en janvier, parce qu'il y avait beaucoup de demandes du côté des entreprises. Effectivement, le recrutement au printemps n'a pas été très simple compte tenu de l'annulation d'à peu près tout ce qui est salon pour attirer des étudiants, puisque cette formation technicien de maintenance, elle recrute des personnes qui ont un niveau bac minimum pour un titre professionnel, donc une formation qui s'inscrit dans le registre des certifications professionnelles. Derrière, c'est une formation en alternance sur 16 mois, donc assez longue. Mais pour un métier qui est très demandé, comme disait Jean-Philippe, ça fait partie des métiers aujourd'hui où les entreprises ont du mal à recruter. Il y a eu d'autres initiatives un peu plus ponctuelles d'entreprises pour répondre à leurs besoins. Par exemple, l'entreprise Agricomp, dont le siège français est à Blois, a monté un partenariat avec des agences d'intérim locales pour former des intérimaires pour être monteurs sur les chantiers. Donc là, effectivement, ce sont des besoins qui sont plus ponctuels, qui correspondent pas forcément à des chantiers de très longue durée, mais pour lesquels il y a quand même besoin de compétences spécifiques. Et donc, l'entreprise, constatant le manque, on va dire, de personnes compétentes, a décidé de mettre en place sa formation donc sur 8 semaines pour disposer de personnel compétent à envoyer sur ces chantiers. Et oui, il y aurait besoin d'avoir des gens qui soient plus compétents sur différents sujets. La difficulté, c'est toujours l'adéquation entre finalement l'implantation des entreprises, l'implantation des lieux où on peut former les gens, donc que ce soit là où se trouvent les enseignants-chercheurs pour les niveaux, on va dire, plus élevés de formation d'enseignement supérieur, ou les instituts qui disposent du matériel pour faire des essais. Donc, Karine parlait d'avoir un méthaniseur sur place pour pouvoir faire des manipulations. Ça aide, mais il n'y a pas tous les établissements, que ce soit agricoles ou techniques, qui ont ce genre d'outils ou qui peuvent le développer, et ça se fait pas en un tour de main. Donc, il y a des projets qui existent, qui sont en train de se développer, mais qui sont pas encore, sur lesquels il n'y a pas encore eu de communication. Et au niveau de l'enseignement supérieur, GRDF a signé ces derniers temps 2 chaires. Une chaire qui est plutôt tournée vers la recherche, mais qui concerne aussi l'enseignement, et une autre qui est tournée vers l'enseignement, avec d'une part l'INSA Toulouse, sachant que le groupe INSA réfléchit à transformer de façon générale son enseignement pour intégrer la transition écologique. Et donc, la GRDF va participer à la mise en valeur et à la sensibilisation des étudiants ingénieurs aux problématiques de la méthanisation et du gaz renouvelable. Et une chaire d'enseignement à Lyon avec l'ICAM Lyon et l'ISARA, donc 2 établissements qui forment soit des ingénieurs et techniciens et des ingénieurs agronomes pour intégrer toujours ces problématiques de transition écologique et de territoire, dont la méthanisation fait partie des solutions. Donc, il y a un enjeu aussi bien de formation que de sensibilisation des personnes qui reçoivent des formations de longue durée, des Bac plus 5 notamment, puisque dans celles-ci, il est usuel pour les diplômés de s'adapter quand ils arrivent dans une entreprise de toute façon, de découvrir toute une série de conventions, de normes, de documentation. Mais s'ils ont été sensibilisés avant, il y a plus de chances qu'ils se dirigent vers nos entreprises, qui pensent à nous intégrer, qui pensent à faire des stages dans notre filière. Et donc ensuite qu'ils soient, même s'ils n'ont pas été formés et qu'ils connaissent pas en arrivant tous les détails du secteur, ce qui est normal, on n'attend pas ça d'un jeune ingénieur, qui puisse venir chez nous.
Merci Alice. Je confirme cet intérêt des formations d'ingénieurs agronomes sur ce sujet méthanisation, puisque cette année, notre collègue Sarah Aline a pu présenter la méthanisation à Bordeaux Sciences Agro. Donc c'est quelque chose qui semble partagé sur le territoire. Jean-Philippe, sur cette question des formations, vous le disiez tout à l'heure, hein, clairement le besoin est existant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus aujourd'hui? Quel est le bagage en termes de formation des personnes qui sont recrutées et sur quel secteur vous verriez bien des nouvelles formations? Alors aujourd'hui, en termes de formation, je pense que l'ensemble des acteurs ici présents autour de cette table, hein, mettre les moyens de réussir, que ce soit les chambres d'agriculture, que ce soit les formations, que ce soit je veux dire, les associations ou autres comme la T2E, qui sont vraiment très moteurs dans ces formations. Et on voit bien, ce sont des formations qui se mettent en place. Une formation, ça prend du temps, un peu d'argent, mais je pense que c'est même pas une question d'argent, c'est une question surtout de trouver les candidats. Aujourd'hui, et ça sera, je vais pas faire la transition sur le prochain thème, qui va être la communication, attirer ces jeunes. Parce qu'aujourd'hui, on parle de technicien maintenance. À Lyon, une super formation mise en place par des acteurs locaux, mise en place par des entrepreneurs, par des entreprises qui recrutent. C'est des chiffres, il y a des chiffres des entreprises qui sont passées de 30 à 150 en l'espace de 4 ans. Ça se fait pas tout seul. Il faut des gens, parce qu'il y a une énorme demande. Mais il faut trouver ces gens-là. Donc, ils se mettent autour d'une table, créent des formations, mais c'est vrai que 8, 10, 12, bon, on sait tous qu'on aura plutôt besoin de 30, 40, 50, hein, très rapidement, parce qu'il y a un besoin. Donc, en termes de formation, nous, Borea, quand on recrute pour nos clients, les méthaniseurs, les constructeurs, les développeurs de projets, aujourd'hui, si quelqu'un a une formation, c'est un gros plus, parce qu'il a une connaissance. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les formations vont être des formations plutôt généralistes, avec une connaissance, par exemple, ingénieur agro, ou après, on va essayer d'avoir un peu plus d'infos sur la partie méta. Mais il n'y a pas de formation aujourd'hui, qui ont 10 ans d'expérience en France. Ça n'existe pas. L'expérience se fait par le terrain. Et aujourd'hui, nous, on le voit, on essaye de faire des parallèles, et des parallèles, c'est-à-dire prendre quelqu'un sur des métiers, par exemple, du traitement de l'eau. Donc, c'est des métiers qui sont très proches sur la partie maintenance d'une steppe ou d'une exploitation de méthanisation. On peut trouver beaucoup de similitudes, donc essayer de voir par rapport à ces métiers, ces formations qui sont plus anciennes, pour essayer de faire des parallèles, parce que souvent, et on le voit, c'est des gens qui ne connaissent pas forcément la méthanisation, et là, on leur crée pour eux aussi des passerelles, on leur crée aussi pour eux des nouvelles opportunités, parce qu'ils étaient dans un secteur bien particulier, traitement de l'eau, traitement du déchet, et qu'on se dit, oui, mais entre les deux, il y a la méthanisation, agricole ou industrielle, mais il y a quelque chose. Et donc, c'est aussi à nous, en tant que recruteurs, d'essayer de leur prouver qu'ils peuvent faire ces parallèles, leur dire que c'est possible, qu'ils ont les compétences, s'ils ont envie d'y aller. Après, bien sûr, comme le dit très bien Alice et Bertrand, on ne sait pas tout de suite. Il faut que l'entrepreneur, le chef d'entreprise, l'exploitant agricole, qui va intégrer un technicien maintenance qui a fait du démarrage de step, ok, c'est pas complètement pareil qu'un site de méta en COG, mais franchement, avec l'accompagnement, on peut faire des choses très intéressantes et en plus donner de la richesse à ces personnes-là parce qu'ils viennent de secteurs parallèles, mais avec aussi une autre vision et ça donne des fois, et on parlait en préambule, de professionnalisme, de mettre la filière beaucoup plus en ordre, et je mets les guillemets industriels, avec des postes, on parle de HSE, on parle des choses qui sont obligées de se mettre en place. Donc tout ça, ce sont des métiers qui se font aussi par rapport à des formations qui sont juste à côté, mais qu'on va, par de la communication, par de l'échange, ça c'est aussi le rôle de nous tous, de leur dire, venez dans la méthanisation, il y a plein de belles choses dans la méta. Voilà. Merci Jean-Philippe. Justement là, comme vient de le dire Jean-Philippe, aujourd'hui, l'expérience, elle passe surtout par le terrain. Donc Bertrand, là-dessus, comment on peut organiser le partage d'expérience entre les agriculteurs méthaniseurs et les futurs exploitants d'unités? Alors, on en a un petit peu parlé via la mise en place des stages, l'apprentissage du CS RUMA. Et il y a aussi, je crois, des systèmes de parrainage qui existent. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, il y a plein de moyens de partager l'expérience. Donc, on vient d'évoquer la formation des gens que l'on recrute ou que l'on recruterait. Ça, c'est important. Mais
en fonction des régions, il y a des manières de faire un petit peu différentes. Tu évoquais le cas de la Bretagne. La Bretagne a développé un système très original de tutorage de parrainage avec un agriculteur méthaniseur en exploitation qui prend sous son aile en quelque sorte un porteur de projet et qui l'accompagne tout au long de son projet. Et en parallèle de ça, donc c'est l'association Elle qui gère ça sur la région Bretagne, développe une formation de 10 jours par petit module de 2 jours sur chacun des grands points qui permet d'accompagner un porteur de projet. Donc ça c'est quelque chose qui à la fois permet d'acquérir de la compétence et puis d'avoir un œil extérieur de quelqu'un qui vient sur une étape importante qui est la conception du projet. Donc là, on est plus sur une formation qui concerne les porteurs de projets, donc les agriculteurs qui décident de s'engager dans un projet et qui, au lieu d'être isolés, le font dans le cadre d'un parrainage et d'un suivi avec un référent. Donc ça, c'est une première manière. Nous, en interne de notre association, le gros de notre activité consiste à capitaliser du retour d'expérience et à le partager. Donc, on a toute une série de manières de faire pour ça. Ça passe par des rencontres thématiques sur des sujets qui rassemblent sur un territoire ou à l'échelle nationale tous les gens intéressés par la question. Ça se fait par le biais d'enquêtes qu'on rediffuse ensuite et qu'on resynthétise sous forme de fiches techniques. Donc, tout ce partage d'expérience, c'est fondamental pour pouvoir faire profiter à ceux qui arrivent des acquis, des premiers, des erreurs en particulier, et pour pas qu'elles se reproduisent. Merci Bertrand. Et donc, en complément, effectivement, on encourage tous les porteurs de projets et futurs porteurs de projets à se former, à retrouver ce partage d'expérience via là le réseau de l'AMF dont vient de parler Bertrand, et en Nouvelle-Aquitaine, le dispositif Méthanaction, donc que nous animons avec Mélisa, qui propose du coup diverses journées d'échange, journées techniques et des visites pour organiser aussi ce partage d'expérience. Merci à tous les quatre. On va pouvoir passer à ce sujet qui est la communication et l'attractivité de cette filière, de ce secteur méthanisation. Vous l'avez tous cité au moins une fois dans vos interventions, cette importance de diffuser et de faire connaître, que ce soit les métiers ou la formation. Alice, qu'est-ce qui est déjà réalisé en ce sens ? Aujourd'hui, avec le groupe de travail sur les formations, nous avons participé à un projet qui avait été initié par Biogaz Valley et le groupe de médias Green Innovation. Ils ont fait une édition spéciale qu'ils ont intitulée le guide métier méthanisation, qui a été réalisé au fil de l'été et qui a été diffusé début septembre à l'occasion d'Expo Biogaz. Donc une diffusion qui était initialement en format papier, mais qui est aussi faite en format numérique. Donc je vois que s'affiche le calaméo donc de ce guide avec sa version papier. Ce guide, il est diffusé à un public très large, donc aussi bien en kiosque que dans des établissements de formation, des lycées, des lieux comme Pôle emploi, des lieux de formation auprès des adultes, pour donner envie de venir s'orienter vers la filière méthanisation. Il y a plusieurs parties. Il y a une partie qui présente généralement la filière méthanisation, les emplois associés, les perspectives de développement de la filière. Et ensuite, une partie qui décrit les métiers, un peu plus précisément, avec des témoignages, avec des fiches métiers, donc qui sont inspirées de celles qu'on a faites sur notre site internet, mais celles de notre site internet, même si c'est des outils pour les recruteurs, c'est assez austère. Là, vous voyez que c'est une version qui est plus lumineuse, qui a plus de graphisme, qui est plus simple aussi, du coup, mais qui cherche plus à attirer l'œil, à donner envie à des gens de se projeter dans nos métiers, dans nos filières, pour qu'ils se lancent dans les formations continues et formations longues qui vont les amener chez nous. Et enfin, il y a aussi des fiches sur les formations, donc certaines formations qui ont fait partie du partenariat avec Green Innovation et qui ont pu se présenter pour indiquer quelles étaient leur offre, c'est sur les pages suivantes, quelles formations elles offrent, à quel type de conditions, dans quel lieu, etc. Et il y a aussi une liste des établissements de formation proposés, rassemblés sur le tableau de formation du Club Biogaz,
Donc tout ça, c'est sur la même page que les fiches métiers. Donc l'idée, c'est d'abord d'attirer vraiment des gens en leur disant la méthanisation, c'est intéressant, c'est vert, ça participe à la transition écologique et ça recrute. Donc pourquoi pas vous? Venez nous voir. Sachant qu'il y a un deuxième versant à cette activité-là, c'est d'arriver vraiment à parler de la méthanisation un peu partout. Donc aujourd'hui, on a une filière qui n'est pas très connue. On s'appuie un peu sur des événements qui touchent l'agriculture, comme le Salon de l'agriculture, pour faire de la communication. Il y a eu une campagne qui a été faite avant-hier à l'occasion de la journée du climat avec des clips postés par GRDF et France Gaz Renouvelable, notamment sur TF1, pour parler du gaz vert en général au grand public. Mais il y a aussi une responsabilité, j'ai envie de dire, de chacun de nous, de chaque acteur, de quand il participe à des événements dont le thème majeur n'est pas la méthanisation, de dire bah voilà, notre filière, elle est verte et elle recrute. Parce que si on veut doubler ou tripler les effectifs dans les années qui viennent, bah on va pas pouvoir trouver des gens qui ont 5 ans d'expérience, il va falloir aller chercher des gens qui n'en ont pas. Comme disait Jean-Philippe, des gens qui ont des compétences parallèles et qui peuvent s'appliquer à nous, mais aussi des jeunes qu'il faut amener dans les formations. Des jeunes qui aujourd'hui ne savent pas forcément quoi faire. La partie, c'est des métiers, les font pas rêver. Bah voilà, on peut les faire rêver avec le climat. Et pour aider le climat, bah voilà, il y a le gaz renouvelable, la méthanisation, et ça permet aussi d'être en lien avec les thématiques de l'agriculture, les métiers essentiels qu'on a pu voir mis en valeur ces derniers temps. Merci Alice. Et donc vous retrouvez dans le chat le lien vers le Calaméo qui permet d'accéder virtuellement à ce guide formation qui a donc été réalisé avec Green Innovation. Karine, du coup, pour rebondir sur cet enjeu de la communication, qu'est-ce qui a été mis en place pour le CS RUMA? Alors qu'est-ce qui a été fait déjà, ou plutôt qu'est-ce qui reste à faire pour faire connaître ces formations et toucher du coup tous ces jeunes dont vient de parler Alice qui seront potentiellement intéressés par ce sujet qu'est la méthanisation. Oui, parce qu'effectivement, ceux qui viennent, ce que je disais, soit ils connaissent déjà la méthanisation, ou alors ceux qui sont rentrés cette année, enfin à la deuxième session, c'est qu'ils ont un projet derrière, souvent un projet d'embauche. Donc en fait, ils sont déjà plus ou moins prédirigés. Donc c'est comment un petit peu communiquer, diffuser pour attirer d'autres, les candidats potentiels. Alors pour tout au début, on a fait plusieurs actions, notamment auprès des prescripteurs, donc Pôle Emploi et Mission Locale, avec des informations collectives. Moi, j'ai envoyé aussi un livret qui a expliqué un petit peu le métier, la formation et les potentialités en Nouvelle-Aquitaine et localement en Dordogne. Donc c'est ces éléments-là, mais après l'information collective, ça n'a pas forcément beaucoup d'impact. Ceci dit, avec il y a un lien direct avec la mission locale et le pôle emploi de Périgueux notamment, qui permet d'avoir des échanges un peu plus directs et de diffuser un peu plus l'information. Et ça permet aussi de faire connaître aux conseillers ce qu'est ce métier et cette formation. Donc il y a alors on va dire que c'est une première pierre, je ne sais pas, c'est vraiment un début, on verra ce que ça donne par la suite, mais voilà, il fallait commencer par ça. Après, il y a aussi au niveau de l'enseignement agricole, de la même façon, on diffusait l'information au niveau, sur tout ce qui est lycée agricole, mais aussi lycée professionnel, notamment qui propose le bac pro maintenance du matériel agricole, puisqu'il y a quand même un lien assez direct et technique. Ce que j'ai fait aussi, c'est faire un lien entre l'emploi, enfin une offre d'emploi, et puis le secteur. Pour cibler un petit peu les besoins au niveau local, parce qu'effectivement, j'ai fait quand même une information collective où j'ai eu un petit peu de demande parce qu'on avait fait un mailing assez global. En fait, les gens ils recherchent quand même un emploi vraiment près de chez lui. L'unité de méthanisation, on n'en a pas à tous les 4 coins de rue. Donc effectivement, ça implique aussi d'une certaine mobilité. Et aussi, ce que j'ai pu constater, c'est que il faut quand même que les personnes aient
une connaissance du monde agricole, parce qu'il y a quand même, oui, c'est du 100%, il y a des astreintes, et ça, voilà, tout le monde n'est pas prêt forcément à aller là-dedans par une méconnaissance, en fait. Il faut trouver d'autres biais d'attraction. Et après, donc le troisième, on va dire, vecteur, c'est la profession qui est très important. Alors, au niveau de l'AMF, en participant aux assemblées générales, au groupe de travail formation qui bien fait avancer les choses, et puis ça permet d'échanger aussi avec les collègues, toutes les rencontres aussi nationales, participer aussi avec Biogaz Vallée au Forum des Talents, au Salon Expo Biogaz à Lille, qui permet de faire le lien aussi avec, présenter le centre de formation, c'est une chose, mais faire le lien avec les potentiels candidats, les offres de formation, ça c'est aussi assez fondamental. Donc participer à tous ces salons, celui de Lille, celui de Nantes, plus localement participer aux commissions énergie au niveau de la Chambre d'agriculture par exemple, tout ce qui est aussi action méta d'action, donc aussi bien agri-méta avec des journées techniques, les visites, la diffusion de plaquettes, les communications, voilà, ça c'est aussi très important. Donc voilà, c'est ça. Et puis aussi le côté, les réseaux sociaux, hein, on a développé LinkedIn, Twitter. Bon voilà, faut s'y mettre aussi, faut que je m'y mette. Donc, mais voilà, c'est vrai que c'est important, ça a une meilleure visibilité aussi. Puis des articles de presse, etc. Donc après, mais c'est pas pour autant qu'on a, voilà, c'est un début, ça enclenche, ça commence à se faire connaître, je pense. Mais bon, il y a encore des actions à mettre en place et peut-être, pourquoi pas, un salon comme Nantes qui est un peu plus proche que nous, parce que Lille, effectivement, c'est loin, on n'a pas forcément eu beaucoup de retours, mais voilà, peut-être faire le même style que le Forum des talents, c'est mieux, à Nantes. Et après, nous, localement, faire visiter notre unité de méthanisation par rapport au lycée locaux, hein, du département, par exemple, c'est plutôt axé un peu mieux cibler les actions pour être efficace et pas trop se disperser ou s'épuiser, on va dire. Voilà, et vraiment ce lien important avec la profession, et pourquoi pas les lieux de stage, effectivement, comme on disait avant, les lieux de stage, les lieux même chez nous, hein, parler des personnes qui ont eu en formation, et eux, de la même façon, s'ils ont des besoins, de faire remonter les choses. Voilà. Merci Karine. Jean-Philippe, qu'est-ce que vous observez, vous, dans vos démarches de recrutement? Est-ce que ce sont des métiers qui attirent les jeunes? Et si oui, qu'est-ce qui les attire? Et sinon, pourquoi? Attirer les jeunes, on l'espère, on fait tout pour, et je pense qu'on est dans le sens de l'histoire. Alice le disait très bien, ce guide Green Innovation qui a été fait en collaboration avec la T2E, avec Biogaz Vallée, est vraiment, je pense, une pierre importante. Borea y a participé, parce que c'est aussi important que les acteurs du recrutement. Aujourd'hui, acteurs du recrutement liés à la méthanisation, il y en a peu qui s'investissent dans la filière, parce qu'aujourd'hui, Borea est membre de Biogaz Vallée, de la T2E, expose à chaque manifestation. Je pense à Salon Expo Biogaz depuis 3 ans, Expo Biogaz Europe. Donc, tout ça, c'est important, parce que si un acteur du recrutement qui est dans la méta s'investit pas et dit oui, on travaille, mais on met pas les moyens, les hommes, et aussi le financement, parce que tout ça, ça a un coût, mais c'est un coût pour trouver des candidats, c'est un coût pour faire de la communication extérieure, et les publicités sur les grands médias à 20h sur le gaz vert, c'est indispensable. Aujourd'hui, je vais faire un parallèle, parce que on travaille dans les énergies renouvelables et dans la méthanisation. Et aujourd'hui, quand je rencontre un jeune ingénieur, je dis qui veut venir dans les énergies renouvelables, il me parle de l'éolien, du solaire, jamais de la méthanisation du biogaz. Pourquoi? Parce que ces autres énergies propres ont eu une grosse action de communication depuis une quinzaine d'années en France, et petit à petit, c'est rentré pour eux dans leur quotidien. Énergie renouvelable, c'est ça. Alors que moi, je suis le premier, quand j'ai des jeunes ingénieurs qui viennent du traitement des eaux, de grands groupes du CAC 40, et qui disent, ah ouais, les énergies renouvelables, j'aimerais bien aller dans l'éolien, tout. Je dis, mais attendez, il y a la méthanisation, il y a le biogaz, et là, il y a plein de sujets. Et pour eux, c'est quand même, c'est pas inné. Donc,
cette communication-là, bah, ça, c'est à nous tous. Et donc, les jeunes, c'est aussi à nous de leur dire, voilà, il y a des opportunités par la communication extérieure. Donc, bah, voilà, mettre des annonces, utiliser les réseaux sociaux. On est très friand des réseaux sociaux chez Borea. On essaye de mettre, je veux dire, de la joie, de la couleur, je veux dire, de mettre de l'animation sur nos métiers liés au biogaz en particulier, parce que bah, voilà, c'est quand même une grosse activité pour nous. C'est près de 40% de nos recrutements. Tous les métiers liés au biogaz et au gaz vert. Donc aujourd'hui, c'est d'attirer ces jeunes-là, de leur dire venez, écoutez, échangez avec, ben voilà, avec des porteurs de projets, avec des constructeurs. On leur propose des missions qui sont très intéressantes et on leur montre aussi des perspectives d'évolution. Donc un jeune qui va sortir, je veux dire un jeune technicien avec un bac plus 2 en électrotech, il peut faire beaucoup de métiers, parce qu'on en cherche en plein de métiers, des techniciens. Mais si on lui dit, bah là tu vas rentrer, tu vas faire 3 ans, tu vas faire tes gammes, derrière tu vas pouvoir passer peut-être chef d'équipe, responsable, puis après évoluer, parce qu'aujourd'hui, Alice parlait de Agricom, que l'on connaît très bien, avec qui on travaille, collabore avec plein de gens, localement avec, par exemple, avec une agence d'intérim pour avoir des chefs monteurs sur des sites et puis d'avoir, je veux dire, du volume de techniciens monteurs, puis sur des spécialistes, techniciens, biométhane, ils font appel à, par exemple, à Borea. On a recruté pour eux l'année dernière 3 personnes. Donc, quand on veut un peu des spécialistes, bah, on va vers un spécialiste. Et je pense, tout le monde a sa place. Mais pour avoir sa place, bah, faut que tout le monde travaille dans le même sens. Et la communication en est une parce que c'est un métier qui manque cruellement. Et je pense que c'est une vraie valeur ajoutée pour le milieu agricole de se dire, il y a l'agriculture, et Dieu sait déjà que c'est très large, mais la méthanisation est aussi un pan très important pour eux. Merci Jean-Philippe. Bertrand, est-ce qu'on peut dire, du coup, en conclusion de cette partie attractivité, que la méthanisation, c'est une bonne opportunité pour les jeunes qui s'intéressent à l'agriculture? Et d'un autre côté, est-ce que c'est pas aussi un moyen pour l'agriculture, ou l'enjeu du recrutement des jeunes et d'attractivité des jeunes dans ce milieu agricole, est-ce que la méthanisation peut permettre à l'agriculture de remplir un peu ce défi qu'est l'attractivité des jeunes dans l'agriculture? Je confirme très clairement, ça rend les fermes très attractives. Finalement, il y a deux volets dans cet aspect. On a beaucoup parlé jusqu'à présent des gens dont on avait besoin en tant qu'employés dans nos unités. Jean-Philippe a beaucoup parlé de l'aspect ingénierie. Moi, je me situe plus sur la partie des exploitants agricoles. Pour ce qui est des gens, des collaborateurs dont on a besoin, des salariés dont on a besoin, je pense que pour les avoir, c'est très compliqué, on le sait bien, en passant par les grands canaux habituels, de trouver des gens qui, comme ça, en claquant des doigts, ont toutes les compétences et puis arrivent chez vous en sachant tout faire. Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Moi, je pense que le meilleur vecteur que l'on ait, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, j'ai dit à tous nos adhérents AMF, si vous voulez demain avoir des gens formés à employer chez vous, il vous faut détecter des candidats potentiels et les envoyer en formation. Là, dans AMF, c'est ce qu'on a fait dans les 7 dont dispose Karine. Il y en a plusieurs qui viennent de méthaniseurs en exploitation qui sont en train de se développer et qui ont des besoins. Donc, ils sont initiés par ces gens-là. Donc, on doit être nous-mêmes à la fois les pourvoyeurs en quelque sorte de personnes qui viennent en formation, parce que c'est pas naturel, quoi. Et si nous-mêmes on forme pas, on n'initie pas des gens qui iraient se former, on les aura pas demain chez les uns ou chez les autres. Peut-être que le gars qui vient de chez Jérôme Breuil viendra travailler chez moi dans quelques mois, dans quelques années, et inversement, ceux qui sont en formation, qui viennent de chez moi, iront certainement travailler dans d'autres entreprises. Donc il faut qu'on soit vigilant à initier des gens en formation. Après, ces gens-là, il faut aussi qu'on les reçoive chez nous, qu'on les accueille, qu'on leur offre les conditions et de stage et d'apprentissage, parce que demain, on les retrouvera dans le paysage de l'emploi avec des gens extrêmement compétents et très qualifiés. Ça, c'est pour le côté salariat. La question de l'attractivité pour ces gens-là,
franchement, quand on va sur une unité de méta aujourd'hui, on trouve des fermes dynamiques qui sont ouvertes sur l'avenir, avec des outils qui sont de superbe qualité, et donc ça donne beaucoup de dynamisme à la ferme, et donc il y a toujours plein de gens qui sont autour de la ferme à ce moment-là, parce qu'il y a souvent de l'élevage, des cultures, cet atelier méta, donc il y a des fermes qui sont très dynamiques et ça donne envie de s'y impliquer, et on y retrouve souvent beaucoup de jeunes. Donc il y a du jus dans ces endroits-là et ça attire forcément. Donc je pense que pour un salarié, c'est pas une activité vieillissante, plan-plan, où on va s'ennuyer, c'est quelque chose de très moderne. Alors quelquefois, il faut revêtir la combinaison étanche et descendre dans les fosses à boue, etc. Ça arrive pas, ça arrive quelquefois, hein, changer un mixeur, une pompe, ça arrive. Mais c'est pas ça le principal du quotidien, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant que ça. Ça, c'est pour le côté de nos salariés. Pour les exploitants et les jeunes et les futurs porteurs de projets, oui, la réponse est clairement oui. Allez faire un tour, je l'aurais dit, dans les fermes où il y a une méta qui s'est installée depuis 1 an, 2 ans, 5 ans ou plus. On voit que ce sont des fermes qui sont dynamiques, qui se sont développées, qui sont bourrées de projets, parce qu'ils ne s'arrêtent pas le jour où ils ont construit. Derrière, il arrive toujours des choses nouvelles, que ce soit pour la Vallée de la Chaleur en cogénération, autour du bio-GNV. Là, vous allez voir, le sujet du bio-GNV va exploser dans les mois qui viennent. Et donc, ça va attirer toute une série de choses nouvelles dans les fermes, au niveau des tracteurs, des véhicules, de la vente à des tiers, etc. Donc c'est extrêmement sympa et moderne et fun d'avoir ce genre d'outils dans une ferme. Et donc pour des jeunes, ça rend attractif des fermes. Il y a plein dans notre réseau de l'AMF, je peux vous citer 10 cas, comme ça très vite, de fermes où il n'y avait pas forcément de perspective, où les enfants par exemple étaient repartis ou étaient formés sur des métiers complètement différents, et puis qui se retrouvent aujourd'hui en responsabilité. Je vous en cite 2 au hasard. Le cas de Monsieur Lamoureux à côté de Rennes. Sa fille était coiffeuse. Coiffeuse, élevage de porc et puis méta, quoi foutre dans une méta quand on a un métier de coiffeuse? Eh bien, ce jeune fille a cessé son activité de coiffeuse et est venue sur l'installation, et elle gère toute la collecte des biodéchets dans la périphérie de Rennes pour alimenter la méta. Elle est super heureuse de son métier. Je pense par exemple à Servane, le Collinet, qui est la fille d'Alain Guillaume, qui avait un métier tout autre et qui est revenu, qui a repris l'exploitation de la méta et qui le gère avec beaucoup de compétences et d'intelligence. Donc il y a plein à la fois de filles, de garçons, etc., qui avaient des parcours complètement différents qui reviennent. Donc ça donne de l'attractivité aux exploitations agricoles, et en particulier aux exploitations agricoles où il y avait de l'élevage qui est toujours assimilé à quelque chose de très contraignant, de dur, de pas rentable, etc. Donc je pense qu'on a intérêt à expliquer ça partout dans les lieux de formation. Je pense que ça s'intègre là. Vous disiez tout à l'heure, Mélissa, que il y avait une intervention au niveau de Bordeaux Sciences Agro, mais il faut que ça soit fait à peu près dans tous les lycées agricoles pour présenter ce métier, dire aux jeunes, venez voir. Alors souvent, il y a des visites dans de classes de BTS, etc. Mais je crois qu'il faut considérer que demain, c'est un moyen important, en sensibilisant dans tous les lieux de formation agricole à ce type de métier, à cette manière de développer l'agriculture, qu'il y a quelque chose de très intéressant à faire avec la méthanisation agricole. Merci Bertrand. Et je pense qu'on peut que confirmer, nous à Méthane Action qui suivons l'émergence des projets en Nouvelle-Aquitaine, on a très régulièrement des porteurs de projets, des exploitants agricoles qui s'intéressent à la méthanisation pour installer un FIS et faire un emploi supplémentaire pour leurs enfants sur les unités. On va pouvoir passer à la question à proprement parler du recrutement. Et avant de donner du coup la parole à Jean-Philippe, notre expert sur le sujet aujourd'hui, je vous propose de regarder une vidéo de témoignages des porteurs de projets des unités qui ont été mises en service cette année, en 2020, qui vont témoigner de leur recherche de salariés, des personnes qui travaillent avec eux sur leurs unités et comment s'est passé ce recrutement pour eux.
Alors, sa mission, c'est principalement gérer le site, l'approvisionner, suivre l'épuration, faire les analyses, organiser les tournées de ramassage, parce que un coup c'est le fumier chez un, le lisier chez l'autre. Motivation, connaître le sens du milieu agricole et des agriculteurs. Après, sur le reste de la méta, nous avions prévu de le former. Donc nous l'avons embauché pendant la construction du site pour qu'il puisse être là, qu'il voie comment ça se construisait, où passent tous les réseaux, toutes les canalisations. Mais on l'a aussi envoyé sur des sites de méthanisation. Il est allé voir comment ça fonctionnait, voir ce que c'était. Alors, oui, le recrutement. Alors, je vais devoir dire que c'était facile parce que on a passé une annonce, on est tombé sur un des rares salariés qui connaissait la méthanisation depuis 7 ou 8 ans. Donc, voilà. Donc, on est passé par la NEFA, on a recruté Adrien qui était chez les frères Pouac, là, en Seine-et-Marne, et qui effectivement était chez les premiers injecteurs de France. Donc, on a eu la chance de pouvoir le récupérer, qui vienne travailler avec nous. Donc aujourd'hui, il habite à Pompère avec sa famille depuis 1 an et demi d'ailleurs. Parce que moi, j'avais souhaité qu'il soit avec nous dès le départ des travaux. Comme ça, il a pu voir comment ça se passait. Il a donné son coup de patte. On aurait même dû l'embaucher plus tôt parce qu'il y a des choses, ça nous a évité de faire quelques bêtises, mais bon. Ici, c'est compliqué de recruter parce qu'on est dans le territoire rural et bon, les jeunes ils partent plutôt ailleurs. Mais bon, on a réussi à trouver 2 personnes qui avaient une histoire dans le gaz et qui étaient intéressées pour travailler, qui habitent juste à côté. Donc c'est bien pour les astreintes parce que malheureusement, parfois ça tombe en panne le dimanche, il faut venir réparer. Quelques retours d'expérience, donc des cas variés, des porteurs de projets qui ont trouvé plutôt facilement et d'autres qui témoignent d'une certaine difficulté. En tout cas, vous avez pu voir que ce sont des unités qui ont été mises en service cette année et qui ont donc créé des emplois sur leur unité et donc sur leur territoire, avec, du coup, vous l'avez entendu, des personnes qui sont venues s'installer avec leur famille. Et ça, c'est un enjeu qu'il convient de rappeler, puisque la méthanisation peut ramener des personnes dans des territoires ruraux. Jean-Philippe, on va pouvoir parler à proprement parler du recrutement. Et je voudrais que vous puissiez présenter du coup l'intérêt du cabinet de recrutement. On l'a vu là dans les témoignages, c'est pas quelque chose qui ressort et peut-être qu'il convient de rappeler aux porteurs de projets qui nous écoutent aujourd'hui ou qui nous écouteront en replay plus tard que ce cabinet de recrutement, ce système, il est aussi pour les porteurs de projets agricoles sur des unités agricoles. Eh bien, vous avez complètement raison. Aujourd'hui, le cabinet de recrutement, il est, je veux dire, aujourd'hui, une solution pour tous. Porteur de projet, le constructeur, tout ça, mais si on parle du porteur de projet, c'est pas quelque chose qui lui est tout de suite, je veux dire, rentré en ligne de mire parce que on part du principe qu'on va trouver facilement. Et Dieu sait, quand j'entends ces vidéos-là et ces témoignages, je suis hyper heureux pour eux parce qu'avec une annonce ou par réseau, on trouve rapidement. C'est la meilleure façon. Aujourd'hui, Borea est recruteur dans la méthanisation. Je dis toujours, notre métier, c'est d'apporter des solutions. Par Borea, c'est très bien, mais plus d'une fois, par exemple, on peut mettre des annonces, on va mettre des outils de communication, et puis le candidat détecte c'est quel agriculteur et il y va en direct, sans nous. Le principal, c'est que notre client il soit content. Ça, c'est l'essentiel. Aujourd'hui, passer par un cabinet de recrutement, ça va être d'avoir une sérénité dans le process de recrutement. Une sérénité, c'est de se dire, voilà, je vais avoir quelqu'un qui va avoir, si je veux quelqu'un qui a une connaissance du secteur, qui va pouvoir détecter dans les entretiens, qui va être ce qu'on va appeler plug and play pour mon unité de méthanisation, Borea, par cette expérience-là et par son histoire de moi-même d'agriculteur, qui, dans tous les recrutements, à un moment donné, j'ai ces personnes-là en face de moi dans les échanges, va me permettre de voir si ça peut plugger. Donc, aujourd'hui, un cabinet de recrutement, il a un intérêt si le travail est vraiment fait de concert. Et aujourd'hui, pour un porteur de projet, ou une unité de méthanisation, alors,
je prends un exemple. On a été dans le centre de la France, on a fait un recrutement pour un responsable de site à Marnay Énergie pour un acteur de la méthanisation. Aujourd'hui, un recruteur, il va sur place, il se déplace, il va voir le site, il va voir comment ça fonctionne. Pour bien connaître l'environnement, il va voir aussi la position géographique, parce que automatiquement, on est principalement sur des zones très rurales. Donc, voir s'il y a des villes de moyenne taille juste à côté, tout ça, c'est le recruteur qui doit le faire en venant, en participant au recrutement avec le constructeur, le porteur de projet, l'agriculteur qui est en face. Donc, c'est que comme ça qu'on peut réussir pour bien comprendre ses attentes et puis aussi ses craintes, qu'est-ce qu'il ne veut pas, et à partir de là, de faire vraiment, je veux dire, essayer de trouver la meilleure fiche de poste, parce qu'on parle de fiche de poste, mais surtout les meilleures compétences que lui va rechercher et que nous, on va aller, je veux dire, chasser, parce qu'aujourd'hui, il faut être clair, un cabinet de recrutement, et en particulier Borea, c'est 70% du temps aller chercher, contacter, prise de contact par mail, par téléphone, visio, rencontrer les candidats. Donc, le cabinet de recrutement, son intérêt, c'est d'aller chercher beaucoup plus de candidats pour, en fin de compte, avoir ce que j'appelle les 3-4 bons profils, que si on reste que local, bah souvent, bah malheureusement, on a le profil. Alors quand il est bon, c'est super. Quand il n'est pas bon, ça devient problématique. Merci Jean-Philippe. Du coup, pour les porteurs de projets qui nous regardent aujourd'hui ou plus tard, quand faut-il recruter sur les unités de méthanisation? Quand est-ce qu'il faut commencer à s'intéresser au recrutement et quand est-ce qu'on lance ce recrutement? Eh ben, le meilleur timing, c'est le timing qu'a choisi le porteur de projet, mais il faut quand même lui indiquer quelques notions hyper importantes. Et dans la vidéo de témoignage, on entendait, on l'a recruté pendant la construction. C'est le meilleur moment. Je le dis toujours, si on veut un responsable d'exploitation, s'il a vu comment ça s'est construit, si il a vu où sont passés les tuyaux, si il a vu l'intérieur même avant que ça soit rempli dans les digesteurs, automatiquement, en termes de responsable d'exploitation, ou même de technicien d'exploitation, automatiquement, c'est beaucoup plus simple. Donc, dès qu'on est en amont du projet, dans la construction, je pense que c'est le meilleur moyen. Bien sûr, ça n'empêche pas qu'on peut recruter et puis au bout de 2 ans, 3 ans, la personne part. Ça, c'est automatiquement, ça, c'est ce qu'on appelle le risque humain. Mais aujourd'hui, on sait tous qu'une unité de méthanisation, c'est le démarrage le plus important. Si les 3 premières années sont bonnes, après, en théorie, l'agriculteur et l'exploitant en lui-même, il sait comment ça fonctionne et même s'il y a un changement de personne, c'est beaucoup plus facile. Le démarrage, c'est mettre en amont, bien comprendre, mettre les formations en place et dans ce cas, faire des formations, on parle de formations de 8, 15 jours ou un mois complémentaires pour que la personne soit vraiment intégrée dans la ferme et bien le prendre, en main. Et c'est comme ça que je pense que c'est la meilleure façon de réussir un recrutement sur une exploitation, sur un site de méthanisation en France. Merci Jean-Philippe. Alors vous l'avez un petit peu dit, le bureau de recrutement, c'est peut-être pas obligatoire, enfin ça ne l'est pas, c'est une certitude. Quel conseil vous avez pour les porteurs de projets qui recruteraient par leurs propres moyens? Comment ils peuvent rendre peut-être leur offre d'emploi attractive, par exemple? Aujourd'hui, pour rendre une offre attractive, il faut qu'elle soit, on a des super fiches qui sont aujourd'hui en ligne, donc c'est top pour eux parce qu'ils peuvent s'en inspirer. Aujourd'hui, alors bien sûr, l'attractivité, c'est les conditions qui vont être liées, à l'environnement du poste. Alors bien sûr, il faut dire la vérité. Et on l'a tous dit, une pompe, ça tombe en panne le dimanche, le samedi. Jamais le mardi à 14h, ça n'existe pas. Donc, faut leur dire, les astreintes, c'est sur les week-ends, c'est le soir. Donc, ça, faut dire la vérité. Et si on leur dit, par exemple, qu'il y a un roulement, faut que le roulement soit effectif et réaliste. C'est-à-dire que si on leur dit, ne vous inquiétez pas, c'est 1 fois par mois, et qu'au bout d'1 an, il a fait 3 dimanches sur 4, automatiquement, ça devient plus complexe. Mais donc, cette transparence est importante. Cet échange, avec la personne, donc dans la rédaction, de dire la vérité. Ensuite, la rémunération est importante, il ne faut pas se cacher. Aujourd'hui, c'est sur des métiers en tension. Parce qu'il y a des constructions, il y a des exploitations à faire tourner. Donc aujourd'hui, ce sont des métiers qu'on doit valoriser en termes de rémunération. Et donc,
je prends un technicien d'exploitation et il va gagner sûrement plus que d'être technicien en concession agricole. C'est un fait, parce que voilà, aujourd'hui, on n'est pas sur les mêmes moyens. C'est un investissement pour l'agriculteur. Il faut jamais oublier qu'il va mettre 4, 5, 6 millions, 7 millions sur une belle unité. Donc, automatiquement, le personnel est quand même la clé. Donc, je dirais ça aux porteurs de projets. Donc, attiré par vraiment l'environnement du poste, et aussi dire que un cabinet de recrutement comme Borea, et je vais prendre un exemple parce qu'il y a toujours des exemples qui sont très parlants. Il y a un site de méthanisation en injection qui a été créé à La Motte-Beuvron, en partenariat avec des agriculteurs, la Fédération française d'équitation, et ils se sont dit on va passer par nous-mêmes. Donc ils avaient une shortlist de 3 candidats, et ils se sont dit là, juste pour finaliser sur la partie closing des candidats, on va faire appel à un expert qui va pouvoir échanger. Donc par exemple, Borea, moi je suis descendu une journée sur le site, voir le site, faire les entretiens avec les 3 candidats, aller faire les références, aller faire une évaluation de la personnalité, évaluation des compétences, et en fin de compte leur dire notre ressenti sur ces compétences, sur ces profils que eux avaient eu en interne, par leurs propres moyens. Et en fin de compte, ils nous ont dit, ça nous a conforté dans notre choix, ça nous a rassuré de se dire, ok, c'était notre vision, c'était aussi notre choix, mais ça les rassure. Donc, Borea peut aussi amener ça et venir juste dans la phase finale, c'est aussi hyper important. Aujourd'hui, le but, c'est de s'adapter aux porteurs de projets, aux responsables d'unité et aux agriculteurs. C'est là notre valeur ajoutée, et c'est dans l'échange qu'on peut construire ça. Merci Jean-Philippe. Donc effectivement, deux étapes un peu cruciales, la recherche et puis la sélection à la fin, sur lesquelles effectivement les porteurs de projets, agriculteurs, méthaniseurs ou autres peuvent avoir besoin d'accompagnement pour la sélection finale de leurs candidats. Avant de passer à un temps d'échange où on va pouvoir prendre les questions de nos auditeurs, je voudrais donner le dernier mot de la table ronde à Bertrand Guérin sur cette question de recrutement. Est-ce que vous avez des conseils du coup pour les porteurs de projets, un retour d'expérience sur ce sujet du recrutement? Alors, pour les porteurs de projets, moi je rejoins tout à fait ce que disait Jean-Philippe tout à l'heure. Il me semble que l'idée ou le témoignage qu'on a eu de Christian Guilbard me semble très, très éclairant, parce que je pense que c'est utile quand on est porteur de projet de recruter effectivement avant la mise en service, parce que la compréhension de l'outil pendant sa phase de construction, c'est important pour qu'ensuite la mise en exploitation se fasse correctement. Alors, sauf difficultés particulières, mais une construction, ça dure en gros 1 année. Et puis, à la fin de cette année-là, il y a une phase de montée en charge. On remplit les cuves avec les matières à fermenter, et puis petit à petit, on fait la mise en service. C'est vrai que c'est toujours une phase très délicate pour les porteurs de projet, cette phase de construction, parce que souvent l'agriculteur ou les agriculteurs responsables de cette affaire viennent faire ce boulot de maître d'ouvrage, parfois de maître d'œuvre, en plus de toutes leurs fonctions dans leurs exploitations. Et donc, s'ils peuvent avoir à côté de quelqu'un qui prenne le relais et qui commence à amorcer la phase de pré-exploitation en quelque sorte, ça peut être intéressant. Donc cette idée d'anticiper et de recruter quand même bien en amont, ça me semble pas mal. Anticiper, ça veut dire aussi qu'il faut se mettre en recherche très tôt des gens qui correspondront. Donc il n'est pas inutile que pendant la phase d'élaboration du projet, on commence à se projeter pour savoir qui, dans le périmètre ou dans le territoire, pourrait être intéressé par un poste comme ça. Parce que très clairement, le recrutement, c'est pas facile. On voit bien qu'il n'y a pas des gens tout près sous la main à profusion. Donc, il faut vraiment s'y mettre très tôt. Et donc, de manière à ce que d'être très opérationnel le jour où ça démarre. Parce que, on le sait bien, on connaît les chiffres d'affaires mensuels d'une unité de méta. Ça veut dire que chaque mois qui est perdu, soit parce qu'on n'a pas les bonnes personnes, soit parce qu'on n'a pas les matières, soit parce qu'il y a des défauts de fonctionnement, mais ça fait des chiffres d'affaires très importants. Donc le fait d'avoir ces personnes sous la main très vite, c'est important. Conseil de recrutement, j'en ai pas en particulier, on voit bien toute la difficulté qu'il y a, hein, et moi je crois finalement qu'il y a deux grands publics potentiels. Moi je pense qu'effectivement, dans le périmètre des agriculteurs, il y a très possiblement dans les associés d'un projet
potentiellement quelqu'un qui a une ferme peut-être un petit peu plus petite ou qui a réduit son activité, qui peut devenir l'exploitant de l'unité. On a beaucoup dans les AMF de situations comme celle-là. Sinon, dans le périmètre local, on a des gens qui sont formés à l'électrotechnique, etc., et pour lesquels il faut peut-être apporter un complément sur l'agronomie, sur les notions d'enregistrement, etc. Mais on voit bien que on peut retrouver des profils complètement différents. Je vais vous citer les 2 exemples bretons, là, avec Servane et puis la fille de Monsieur Lamoureux. C'est des gens qui n'avaient pas du tout le profil et ils ont appris. Donc, simplement, je crois que c'est l'anticipation, le maître mot, à mon sens, pour la réussite du porteur de projet dans cette étape importante de la mise en route. Bertrand, et merci à tous les 4. Je vais passer la parole à ma collègue Mélisa qui va pouvoir vous relayer les questions de nos auditeurs en direct aujourd'hui, ce matin, ou des questions qui ont été exprimées lors des inscriptions. Merci Mylène. Alors je vais tout d'abord commencer par les questions qui ont été posées ce matin en direct. Donc j'aurais une première question pour du coup Alice. Donc un de nos participants se demande quel est le niveau de compétence actuel en biologie dans la filière française. Donc que ce soit aussi bien au niveau des exploitants que les constructeurs au bureau d'études ou les laboratoires qui sont spécialisés dans le domaine. Alors, je n'ai pas de chiffres particuliers pour répondre à cette question, puisqu'on n'a pas d'études détaillées des niveaux de compétences des personnes qui travaillent dans la filière. On n'est pas encore assez nombreux pour mettre ce type de moyens. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a vraiment les compétences en général, là où il y en a besoin, elles y sont. Elles sont parfois acquises, je dirais pas dans la douleur, mais difficilement par des erreurs, notamment, comme le disait Bertrand Guérin, l'échange d'expériences entre exploitants est très important pour permettre de ne pas reproduire les erreurs des prédécesseurs. Mais par exemple, dans les bureaux d'études, il y a des gens qui n'y connaissent rien à la biologie parce que eux, ils travaillent sur la partie mécanique ou sur les canalisations, et donc la biologie du digesteur, ça les concerne pas. Dans les laboratoires qui sont spécialisés, où il y a des chercheurs, des docteurs, eux, ils connaissent très bien la biologie qui les concerne, ils sont capables de décrire les communautés biologiques microbiennes qui interagissent, il n'y a pas de souci. Voilà, les compétences sont présentes là où on en a besoin. La difficulté, c'est de les apporter aux gens qui n'y sont pas encore pour qu'ils puissent être efficaces quand ils arrivent sur poste. Merci pour cette réponse, Alice. Une autre question où je vais tout d'abord demander à Karine d'y répondre. Donc, les gestionnaires de réseau de gaz sont aujourd'hui impliqués dans le bac professionnel technicien réseau gaz. Donc qui se demande, c'est un gestionnaire des réseaux qui se pose la question, si c'était intéressant d'étendre le référentiel de ce bac avec un module méthanisation. Je pense que oui, parce que plus on sensibilise de personnes, mieux c'est. Et ça fait partie aussi d'une branche qui se développe pour les gestionnaires de réseau, et mieux connaître un petit peu le fonctionnement, c'est toujours un plus, et ça permet de mieux comprendre entre les différents acteurs de la filière. Donc oui. Ok, merci. Je vais prendre une autre question qui a été issue des formulaires d'inscription. Donc, je vais tout d'abord demander à Alice d'y répondre. Est-ce que les formations qui sont aujourd'hui non obligatoires peuvent créer des appréhensions vis-à-vis des riverains, donc et induire à ce qu'il y ait des soucis d'acceptabilité aujourd'hui? Une formation, c'est un problème d'acceptabilité. C'est plutôt le contraire en général, c'est que, je pense que Bertrand ne dira pas le contraire, les porteurs de projets qui sont formés rassurent effectivement la population de 2 façons, soit parce qu'ils ont été formés et du coup ils comprennent mieux les enjeux de sécurité et ils les respectent mieux, soit parce qu'ils ont été formés à la communication et du coup ils savent mieux comment s'adresser aux différents interlocuteurs pour rassurer et pour éviter de susciter des nouvelles craintes.
Bertrand, vous voulez ajouter quelque chose sur ce sujet-là? Non, je confirme complètement ce que dit Alice. C'est vrai que quelqu'un qui est compétent, c'est quelqu'un qui va rassurer, parce que en réalité, que craignent les riverains sur l'acceptabilité? La première des choses, c'est les nuisances. Alors, les nuisances liées au mouvement des matières, que ce soit pour l'entrée ou pour la sortie du digestat. Mais et là, c'est un aspect de construction, de conception technique et d'emplacement qui fait que on va réduire ces nuisances. Mais les gens craignent beaucoup la question des odeurs, des explosions, de l'H2S qui viendrait empoisonner tout le monde, etc. Donc, ce qui est rassurant, effectivement, c'est quelqu'un qui maîtrise bien son dossier, qui maîtrise bien son sujet, parce qu'il s'est formé longtemps à l'avance, soit par des formations qualifiantes, soit par des formations courtes. Mais quelqu'un de formé qui amènera cette crédibilité aura forcément plus les moyens de rassurer tout son entourage, son voisinage, que quelqu'un qui arriverait au pied levé, qui déciderait du jour au lendemain de faire quelque chose sans savoir les tenants et les aboutissants. Donc oui, c'est un gage de confiance pour les riverains, mais après, évidemment, bien sûr, pour les financeurs aussi, et puis pour tous les partenaires. Okay. Merci Bertrand. J'aurais aussi une autre question. Vous avez abordé tout à l'heure le label Calimeta. Est-ce que dans ce label-là, la formation est prise en compte pour type de formation, la réalisation de formation par les bureaux d'études ou autre type? Est-ce que ça fait partie des conditions d'octroi du label aujourd'hui? C'est pour Alice? Ah, c'était pour Bertrand. Aujourd'hui, non. Le renforcement de la grille est en réflexion. Ce qui est présent dans le label, c'est les formations qui sont obligatoires pour manipuler les différents outils, notamment pour tout ce qui est chantier, la sécurité, le KSS pour les machines, et choses comme ça, mais il n'y a pas de formations supplémentaires qui sont aujourd'hui demandées dans Calimeta aux prestataires labelliers. Ok, merci. Une dernière question. Donc, un de nos participants se demande si les formations françaises sont-elles ouvertes aux candidats étrangers. Donc, Alice, as-tu une réponse à cette question-là? Il n'y a pas de critères, à ma connaissance, de nationalité sur les formations. Comme on l'a dit, on a une problématique de recrutement. Donc, de façon générale, on prendra les candidats tant qu'ils répondent aux prérequis et à la motivation. Après, de façon générale, on forme les gens pour qu'ils travaillent en France. Donc, ils vont souvent trouver des opportunités. La plupart des formations longues sont des formations en alternance, en apprentissage. Ça leur donne un pied pour travailler chez nous ensuite. Il n'y a vraiment pas de critères de nationalité aujourd'hui sur les recrutements en formation, en tout cas. Ok. Donc, j'ai fini pour les questions. Donc, je repasse la parole à Mylène. Merci Mélisa, merci à nos intervenants qui ont bien joué le jeu de cette table ronde. Ça a été un plaisir d'animer cette table ronde avec vous aujourd'hui, et merci à nos auditeurs pour leurs questions. Peut-être un mot de la fin de Bertrand, qui représente bien la filière aujourd'hui. Écoutez, non, merci à vous d'organiser des discussions comme celle-là sur des sujets très pointus. On voit bien que l'emploi dans nos métiers, c'est très important, et que on a un champ des possibilités, alors qu'on est dans un moment difficile de l'économie. Il y a un champ des possibles et bien réparti sur nos territoires qui est important avec ces métiers. Donc, je trouve que c'est bien que dans nos fermes, on reçoive des gens avec des profils nouveaux, différents, etc., qui nous font progresser aussi. Donc, ça augure bien de l'avenir, j'en suis très heureux. Merci Bertrand, merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. C'était donc le 5e rendez-vous de la semaine de la méthanisation, et je vous invite à suivre le dernier demain qui sera dédié à l'implication des collectivités dans le développement de la méthanisation sur notre territoire. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci. Merci. Merci.